Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment dédiaboliser déjà la crypto dans un premier temps, parce que la crypto, malheureusement, souffre vraiment de médisance, hein, proactif, c'est-à-dire vraiment ne pas être réactif. Ça, c'est un truc que je conseille aux jeunes. C'est un état d'esprit à avoir. Tu peux pas dire, je vais le faire tout seul. Alors aujourd'hui, dans Storytown, j'ai le grand plaisir d'accueillir Claircy. Bonjour et bienvenue franchement à notre humble studio. Peut-être, est-ce que pour commencer, tu peux un petit peu te présenter comme quand tu te présentes dans la vie de tous les jours, puis ensuite on parlera de beaucoup de choses, de ton parcours, de ton implication dans l'enseignement, on va parler aussi de sujets qui te passionnent, on va parler de blockchain, on va parler de crypto, de beaucoup d'aspects qu'il y a autour. Je te remercie, Axel, de m'accueillir. Humble, pas si humble que ça, hein, c'est vraiment très professionnel. En tout cas, je te félicite déjà d'emblée parce que voilà, ça fait un petit moment que je suis un peu l'émission, notamment sur Facebook. Donc, je pense qu'il y a le succès en rendez-vous. On en est à la 7e saison actuellement. Donc, je pense que voilà, en tout cas, je te souhaite plein succès, surtout par rapport à ce que tu fais. Voilà. Merci. Alors, Claircy, je m'appelle Claircy Nsei, je suis enseignant-chercheur, en fait, donc à la faculté de droit, d'économie, gestion, sciences politiques, c'est à l'université Antiranen. Alors moi, je suis originaire de Diego Suarez, mais j'ai fait toute ma scolarité en revanche sur Tana. Donc j'ai bossé à Saint-Michel de 98 à peu près à 2006, et puis après j'ai fait l'ICM. ICM, on l'appelait encore ICM à l'époque, avant que ça s'appelait UCM. Justement, j'avais posé la question, voilà. ICM, donc ça c'est les anciens, ils y tiennent un peu, hein, les anciens ICM, ainsi de suite. Ensuite, on a basculé un peu sur le système LMD, à un moment donné, c'était devenu UCM. Et puis, voilà, j'ai terminé en Master 2 à l'UCM, et puis j'ai poursuivi à l'extérieur, notamment pour mon parcours de doctorat, dans du marketing et du management. Donc voilà, depuis 2013, j'enseigne dans les universités. Donc je suis intervenu en premier temps à Tulliard, à Manning, l'université de Tulliard, et puis après 2016, je suis devenu enseignant-chercheur permanent donc à l'université d'Antiranen. Donc jusqu'à maintenant, voilà, l'enseignement, c'est une passion, donc je fais ça pratiquement à plein temps. Voilà. D'accord. Ouais. Et comme toute passion, généralement, derrière, il y a quand même une histoire. Généralement, toi, comment t'es tombé un petit peu dans justement cette passion et cet amour pour l'enseignement? C'est dès enfant, dès que t'étais jeune, en fait, tu baignais un peu dans cette atmosphère? Tout à fait. Disons que depuis mon plus jeune âge, j'ai été plus ou moins initié à la politique. Bon, je ne vais pas vraiment beaucoup parler de politique, mais en tout cas à la politique, notamment la politique française. J'adore la politique française. Voilà, donc voilà, je regardais, j'étais passionné par les débats, notamment Jospin, Chirac de l'époque, ainsi de suite. Enfin, tous ces vieux débats, et même les débats, notamment aussi à Madagascar, comme Ratir et Zaf en 96 et tout ça. Donc c'est des choses qui ont été enregistrées en fait par mes parents dans les cassettes vidéo, puis je revoyais ça et ainsi de suite. Donc c'est des choses que j'aimais beaucoup, l'expression, la façon d'essayer de convaincre les gens, ainsi de suite. Bon, j'ai vraiment baigné dans ça depuis tout petit. Donc la vulgarisation aussi, c'est-à-dire le fait d'essayer de comprendre un peu des concepts qui sont un peu compliqués, j'ai toujours aimé ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on m'a aussi sollicité. Vous avez vu il y a quelques temps, notamment Binance qui est venu sur Tana pour notamment expliquer tout ce qui est un peu crypto et blockchain, et ainsi de suite. J'ai cette passion, en fait, si vous voulez, de démocratiser un peu, de vulgariser un peu des concepts qui sont un peu compliqués. Je pense que c'est le défi aussi d'un enseignant, hein, d'essayer de transmettre des concepts qui sont pas forcément faciles à comprendre de prime abord, mais par la suite, voilà, avec les bonnes façons de faire, je pense que voilà. Donc disons que j'ai beaucoup aimé la politique depuis que je suis petit, l'entrepreneuriat aussi, c'est une passion que mon père m'a transmis, en tout cas.
J'ai beaucoup d'entrepreneurs également dans la famille, donc enfin toutes ces choses-là combinées, j'en suis arrivé à faire des études approfondies, notamment en marketing, en management, puisque voilà, c'est la gestion de l'entreprise, ainsi de suite. Ceci étant, je reste quand même aussi vraiment, vraiment beaucoup passionné par tout ce qui est finance, tout ce qui est économie. Donc, mon champ un peu large, hein, on va dire, parce que de toute façon, toutes ces choses-là, ils sont interconnectés. Hein. Si vous gérez une entreprise, vous avez besoin de maîtriser à peu près tous les environnements possibles, soit juridiques, économiques, et enfin ces choses-là, sociales, sociologiques, ainsi de suite. Je repense à ce que tu disais. Ouais. Clercy, quand il était jeune, il était déjà sur les débats politiques et tout. Moi, je regardais Le Roi Lion, tu vois, quand j'étais jeune. Mais non, c'est excellent. Et d'ailleurs, tu fais donc la majorité de tes études sur Tana, comme tu dis, et puis à un moment, quand tu veux pousser un peu plus loin, tu décides d'aller à l'étranger. Tout à fait. Quand tu décides d'aller à l'étranger, c'est vraiment déjà dans l'optique du coup de devenir enseignant-chercheur après, ou est-ce que tu y vas d'abord comme ça, on va dire, peut-être pas dire par curiosité, mais parce que tu as envie juste de continuer dans l'apprentissage, ou est-ce que tu sais déjà que tu veux devenir enseignant-chercheur à ce moment-là? Oui, je savais déjà, puisque disons que c'est dans l'enseignement, hein, de façon générale, on va dire qu'il y a des grades. Et en tant qu'enseignant-chercheur, c'est un peu comme, on le dit pas souvent, mais souvent dans l'enseignement et la recherche, c'est un peu comme dans l'armée, il y a des grades, voilà. Non pas pour dire qu'il y a des personnes qui sont supérieures à d'autres, mais il y a des grades. Par exemple, chez nous, il y a ce qu'on appelle les AESR, les assistants d'enseignement supérieur de recherche. Et puis au-dessus de ça, vous avez ce qu'ils appellent un peu les maîtres de conférences. Et puis après, vous avez les HTR, et puis les professeurs, ainsi de suite. Donc il y a des grades en fait. Et c'est vrai que si vous voulez enseigner, avoir une carrière d'enseignement sérieuse à Madagascar, il faut entreprendre quand même des travaux de doctorat, de recherche sérieuses pour pouvoir monter petit à petit en grade. Donc c'est quelque chose que je savais déjà depuis assez longtemps, que un jour j'atterrirais un peu dans l'enseignement, et qu'il fallait quand même que j'approfondisse un peu mes études, quoi. Toi, justement, qui est dans l'enseignement aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois un petit peu la relation que les jeunes ont avec l'éducation, notamment l'éducation supérieure? Est-ce que tu sens que les jeunes ont quand même soif de connaissances, ou est-ce que au contraire tu sens quand même que globalement, je dis bien d'un point de vue global, il y a un peu une perte d'intérêt de la jeunesse en fait vis-à-vis de l'enseignement supérieur, et notamment de tout ce qui est recherche quand tu pousses un peu le truc plus loin? Disons que, enfin, je pense qu'il y a un petit problème d'orientation, surtout. C'est beaucoup plus, je pense, un petit problème d'orientation, c'est-à-dire que j'ai été à une époque, c'est inscrit dans mon CV, à une époque ce qu'on appelle un conseiller en orientation et en insertion professionnelle. Ils appellent ça COP. C'était un projet PIPOM et un projet de l'AUF, en fait, qui s'appelle PIPOM. Donc j'ai été COP, on a été à peu près une vingtaine à avoir été formés donc, dans tout Madagascar pour devenir des COP. Donc l'idée d'un COP, c'est en fait, c'est vraiment une personne qui va, voilà, pour un étudiant du lycée, on va faire un petit portrait un peu psychologique de la personne pour essayer de voir un peu dans quelle filière, on va dire, est-ce que, on parle beaucoup plus de parcours dans le LMD, mais dans quel parcours universitaire est-ce que cette personne devrait plutôt atterrir, on va dire. Et si ce processus-là, il fait défaut, naturellement que les étudiants ne vont pas forcément faire ce qui les passionne vraiment, puisque ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que effectivement, quand on parle d'orientation et d'insertion professionnelle, les deux sont liés. L'orientation et l'insertion professionnelle, c'est qu'on s'oriente de telle sorte que, au bout du compte, on se retrouve un peu à exercer un métier qui nous passionne quelque part. Et donc, en fait, toutes ces choses-là doivent être calculées. Si c'est pas bien fait, effectivement, ça pourrait causer un peu des torts à l'étudiant, parce qu'il va se retrouver dans un truc où il n'a pas forcément pensé au départ, ou peut-être que ses parents veulent qu'il soit dans ce genre de choses, et puis voilà. Et pourtant, la réussite, puisque voilà, on pourrait parler de la réussite, mais la réussite dépend vraiment beaucoup aussi
de la passion, de la persévérance, de ces deux choses-là. Il y a un livre, il y a une dame qui s'appelle Angela de Korff qui en a parlé, elle parle du grit. Le grit, c'est un peu le mélange, disait-il, entre la passion et la persévérance. En fait, si ces deux choses-là ne viennent pas ensemble, ça sert à rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas passionné finalement dès le départ par ce que vous faites, mais que voilà, vous essayez quand même de persévérer pour X raisons. Ça risque d'être compliqué. Et pourtant, voilà. Donc, je pense que il y a un petit défaut, je dirais, d'orientation et d'insertion professionnelle, mais qui est déjà qu'on essaie de solutionner aujourd'hui, parce que effectivement avec PIPOM, c'est vraiment l'idée à la base de l'AUF à l'époque, c'est vraiment de créer un corps en fait de métier à Madagascar de COP. Donc, ils vont se charger justement vraiment de ça, de mettre en place une liste des métiers, mais ça suppose beaucoup de choses. Hein. Ça suppose, surtout par exemple, dans le côté un peu insertion professionnelle, ça suppose que l'on sache par exemple quels sont on va dire par exemple les secteurs porteurs dans les années à venir à Madagascar. Il faut qu'on articule ça par rapport à l'entrée pour qu'au bout du compte, on se retrouve justement à avoir des étudiants en fin de parcours qui vont être embauchés par ces secteurs, voilà, ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, il y a toute une réflexion autour de ça, mais voilà. Ouais. C'est bien intéressant ce que tu dis, hein, parce que le nombre de jeunes quand même, tu vois, aujourd'hui, qui ils sont dans un métier, tu leur dis, ouais, mais non, mais en fait, je savais pas quoi faire. Donc, par exemple, j'ai fait gestion, où mes parents m'ont dit que le droit ou la finance, ça payait peut-être mieux que les autres domaines, donc du coup je suis allé dedans. Mais effectivement, il y a, tu sens quand tu parles à certaines personnes que ils ont pas cette passion dont tu parles, tu vois, qui est, je pense, aussi hyper importante. La vie d'adulte, c'est déjà un challenge en soi. Si tu fais un job dans lequel tu te retrouves pas ou franchement, c'est difficile, hein. Tout à fait. Et je trouve que c'est super intéressant le projet dont tu parles. Et comme tu dis, j'essaie d'imaginer un peu les différents mécanismes. Ça suppose que donc il faudrait qu'il y ait donc des données qui soient fiables, justement. Donc ça veut dire une coordination avec le secteur privé. Et c'est ce principe d'orientation, peut-être dans les établissements francophones, en tout cas peut-être au lycée français, peut-être, je crois qu'ils ont une cellule, enfin il y a un petit organisme pour ça, justement. Je crois que c'est à partir de la troisième, je pense, où on commence déjà un peu à se sensibiliser sur les différents enjeux et tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment besoin de ça à Madagascar, franchement. Et est-ce que ça, c'est un projet où après, c'est comment tu interviens à l'époque, donc quand tu étais COP, du coup, tu intervenais au niveau des lycées publics et privés de manière spontanée, ou est-ce que c'est genre une structure, tu sais, genre tu crées vraiment un service à plein temps, full time? L'idée à l'époque, c'était vraiment d'avoir un bureau dans lequel on accueillait les enfants et leurs parents. Alors, bien sûr qu'après, on désolidarise un peu les parents parce que il faudrait quand même que, pour pas qu'il y ait une pression des parents quand ils commencent à, parce que, en fait, on fait un portrait de l'enfant, un portrait très psychologique, hein, sur tout un tas de choses, sur comment est-ce que, enfin, voilà. Et puis après, au bout du compte, il va y avoir on va dire une liste en fait qu'on va générer de métiers qui seraient vraiment intéressants pour l'étudiant. Ça, c'est une chose, mais il y a une deuxième chose aussi, c'est que en fait tout ce dont on parle là, ça fait partie en fait de ce qu'on appelle l'employabilité. En fait, l'employabilité, le Bureau international du travail, ils avaient défini ça comme la capacité d'une personne à trouver du travail, à garder également, parce qu'il suffit pas de trouver le travail, il faut le garder aussi, parce que si du jour au lendemain vous faites virer, c'est problématique, à le garder, et puis à gérer surtout aussi les changements, puisqu'aujourd'hui on travaille, c'est pas tout simplement du matin au soir derrière son bureau, derrière son ordinateur à faire les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a tellement de changements, il y a un management, une gestion du changement qui a prévoir. Vous partez en mission régulièrement, il y a des changements de management, des changements de façon de travailler, des changements d'environnement, ainsi de suite, de législation. Il y a tout un tas de choses qui fait que finalement l'employabilité, c'est ça, c'est que c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir gérer auprès d'un étudiant, et même dans son parcours universitaire déjà. C'est comment on fait pour que l'étudiant, à la fin de son parcours universitaire, de son cursus, il soit prêt justement à affronter ces choses-là. Et ça passe par tout un tas de choses. Ça passe par je disais tout à l'heure,
le fait de se connaître soi-même. Ça passe également par tout ce qui est CV, lettre de motivation, mais ça on connaît déjà, mais même tout ce qui est préparation aux entretiens d'embauche, ainsi de suite. Ça, c'est un truc qui est souvent, en fait, je me rends compte, qui est souvent, on met ça un peu en retrait, pourtant c'est le plus important, surtout tout ce qui est recherche Alors, je me rappelle, à l'époque, on a fait un constat qui est très intéressant, c'est que il y a un taux de chômage qui est élevé, mais en parallèle, vous avez les entreprises qui réussissent pas à combler en fait voilà, il y a un déficit de compétences qu'ils n'arrivent pas à combler. Pourtant, voilà, donc c'est très paradoxal comme situation, et c'est un peu ça aussi qu'il va falloir. Moi, je pense que c'est ça aussi qu'il faut gérer dans un premier temps, avant de commencer à penser à comment gérer le problème des travailleurs, ainsi de suite. C'est vraiment comment faire en sorte que ces entreprises-là, parce qu'ils se plaignent vraiment. Nous, il y a beaucoup de CV, il y a beaucoup de lettres de motivation qui nous parviennent chaque jour, mais on n'arrive pas à trouver la bonne compétence. Donc ça, c'est vraiment autre chose, mais voilà. En tout cas, ça a été parce que Pipom, j'ai arrêté il y a à peu près 3 ans, à peu près 3-4 ans. Mais en tout cas, je pense que les personnes qui ont œuvré dedans continuent encore jusqu'à maintenant. Donc, en tout cas, voilà. Et tu vois, ça c'est tellement vrai ce dont tu parles, ces problèmes pour les entreprises de trouver les bonnes compétences pour, lors des recrutements et tout ça. Est-ce que tu penses que du coup, bon, l'idée c'est pas de pointer du doigt, c'est la faute de qui, etc. Mais est-ce que tu penses que c'est le programme au niveau le programme donc des étudiants qui est inadapté aux besoins du marché, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt la responsabilité de l'étudiant où il y a un shift, on va dire, de mindset, où il doit se dire bon, faut que je pense à mon avenir, je fais mes recherches, et au pire, si jamais les compétences qu'on m'enseigne actuellement en présentiel à l'école, à l'université ou à l'institut ne répondent pas aux besoins qui semblent y avoir sur le marché, bah, je vais me former autrement. Ça peut être aujourd'hui, bon, il y a des plateformes, je veux dire, en ligne, tu peux apprendre, ça peut être même YouTube, ça peut être des livres, ça peut être, tu vas sur Coursera ou Udemy, par exemple, je sais pas, il y a plein de ressources aujourd'hui où il te faut juste une adresse mail, pour te lancer, tu vois. C'est quoi ton avis là-dessus? 2 choses. Je pense, c'est de la responsabilité, je pense, de l'étudiant dans un premier temps, et puis des employeurs aussi. C'est-à-dire de l'étudiant, parce que, je prends un exemple, un étudiant qui veut entrer chez YAS, par exemple, Telma qui est devenu YAS. Alors, je me rappelle pas avoir entendu un changement de comment dire ça, ils avaient comme devise, en fait, Telma à l'époque, Safit numéro 1 Malagas. Donc c'est un peu leur devise. Je pense pas que ça a changé. Peut-être que ça a changé, je sais pas. J'avoue que c'est pas bonne question. Mais j'ai pas l'impression aussi. La devise de YAS, vu qu'ils sont un peu, voilà. Mais en tout cas, par exemple, à l'époque, on disait, bon, vous voulez entrer chez Telma, par exemple. Vous connaissez même pas, en fait, la devise, alors que normalement, c'est grâce à une devise que vous pouvez connaître un peu les valeurs qui sont prônées à l'intérieur de l'entreprise. Ce qu'ils appellent la culture d'entreprise, d'ailleurs. C'est ensemble des valeurs qui sont prônées par les membres d'une entreprise qui font que ça les cimente, en fait. Ça cimente un peu tous les employés à l'intérieur. Et donc, en fait, souvent, les employeurs, ils recherchent ça. C'est-à-dire, au-delà du fait que, techniquement parlant, vous êtes bon, en termes de compétences, vous êtes bon, vous êtes premier de la classe, ainsi de suite, mais si on sent pas les valeurs, on sent que vous vivez pas ces valeurs-là, bah, ça sert à rien finalement de faire. Et ça, c'est quelque chose c'est une démarche normalement de l'étudiant, d'essayer de s'imprégner un peu en amont des valeurs de cette entreprise pour que si j'arrive devant un recruteur, bah écoutez, voilà, il commence à montrer un peu ces choses-là qui fait que l'employeur n'aura pas peur de l'intégrer dans une équipe. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que l'étudiant, il y a une démarche déjà normalement de l'étudiant. Mais il y a aussi le côté employeur, c'est-à-dire que je me rappelle très bien à l'époque avec Pipom, on collaborait avec ce qu'ils appelaient l'AMDRHE. Donc en fait, c'est l'association malgache des DRH d'entreprises, donc des plus grosses boîtes de MADA. C'était vraiment les DRH de toutes les grosses boîtes de MADA.
Et en fait, on est arrivé ensemble à une conclusion selon laquelle 3 compétences uniquement en fait permettent aux étudiants souvent d'intégrer ces grosses boîtes. Ils disaient le français, mais il fallait les avoir ensemble les 3, hein, c'est-à-dire okay. en même temps. Donc ouais, le c'est un français, package, quoi. voilà, c'est un package. Voilà, tu peux pas avoir juste l'un ou deux, okay. mais les 3. Le français, l'informatique Mhm. et tout ce qui est un peu finance, c'est-à-dire budget. Donc en fait, souvent, un étudiant ne cumulait pas les 3 à la fois. C'est-à-dire peut-être qu'il est bon en français, il sait jouer sur un ordinateur, ouvrir des mails, envoyer des mails, Excel, Word et tout ça. Mais en termes de finances, souvent, et ça c'est très problématique, ça fait défaut aussi très souvent chez je pense, hein, chez les étudiants, la finance, c'est-à-dire la notion de budget. Parce qu'en fait, très souvent, vous allez être affecté à des postes où vous allez gérer un budget. Donc, si vous connaissez pas, vous savez pas que ce que vous faites, il est rentable, il est solvable, il est les équilibres financiers, toutes ces choses-là, les activités, le chiffre d'affaires, le bénéfice, enfin, ces choses-là, c'est des concepts qui sont importants. Un peu de comptabilité, un peu de compte au résultat, un peu de bilan, c'est important, même si vous n'êtes pas dans la gestion, vous n'avez pas étudié le management, la gestion d'entreprise, mais c'est des choses quand même qui restent importantes. Et très souvent, en fait, on s'est rendu compte que c'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important, c'est-à-dire qu'on voudrait aussi avoir des retours de la part des entreprises sur ce qu'ils recherchent vraiment pour pouvoir commencer à formater, entre guillemets, un peu les étudiants. Ouais. Et tu vois, par exemple, moi, je me rappelle, hein, quand moi, j'ai fait 4 années ISCAM avant de faire une année à l'IEP ici à Mada. Mais quand j'étais ISCAM, tu sais, quand tout ce qui est matière un peu finance, compta, parce qu'à la base, je me considère plutôt comme un profil, je dirais, plutôt littéraire, je pense. J'avais du mal à accrocher, tu vois. Aujourd'hui, bon, j'ai une TPE, j'avoue que je regrette un petit peu, en fait, de pas avoir un peu plus suivi les cours, ça. Comment est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut un peu, justement, sensibiliser les jeunes à l'importance de tout ce qui est finance et tout, même dans un monde, en tout cas à Madagascar, où j'ai l'impression que parler d'argent, tout ça, c'est encore, tu vois, c'est un peu difficile pour les gens, tu vois. Si on demande à quelqu'un, par exemple, il suffit de voir, tu veux prendre un taxi, tu prends le taxi, il dit, ok, vas-y, emmène-moi, la course est finie, tu lui demandes, ah, c'est combien et tout, il dit, ah, c'est un drame, c'est famé, tes yeux, et tu vois, t'es là, mais moi, je sais pas, moi, ce qui est bon, tu vois. Et il y a beaucoup de choses comme ça, tu vois. Donc, comment est-ce que tu penses qu'on peut un peu inculquer, on va dire, cette alors, culture, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, cette faire comprendre aux jeunes que c'est important et qu'il faut pas forcément que ce soit trop tabou de parler de finances, d'argent, comme tu dis, de budget, etc., pour que justement leurs esprits puissent s'ouvrir après et accepter ces informations par exemple, tu parlais de bilan, compte d'exploitation, etc., et qu'ils puissent comprendre et peut-être se passionner justement pour ces domaines-là. Je pense que c'est l'environnement dès le plus jeune âge, je pense. C'est souvent dans le cadre familial. Vous avez des familles, par exemple, il y a des nationalités à Madagascar, enfin, je tairai leur nom, mais il y a des nationalités qui ont encore problème à parler d'argent. J'ai été à un moment de ma vie photographe, par exemple, de mariage indien, par exemple. Bon. J'ai dit, je tairai le nom des nationalités. Tu faisais vraiment ça? J'ai été photographe de mariage indien, oui, tout à fait. À Diego. D'accord. Donc, voilà, je faisais des mariages indiens, et je me rappelle, un mariage indien, c'est souvent 5-6 jours de suite. Donc, il y a une immersion vraiment totale dans le mariage, de suite. Et je me retrouvais souvent dans des fêtes, ainsi de suite, où on discutait vraiment de business, mais d'argent, mais sans aucun tabou. Hein. On parlait de 5 millions, 10 millions, ça se disait. C'est pas comme chez nous, où on commence à faire sa boule, surtout dès qu'on commence à parler d'argent, le temps il baisse. Non, c'est-à-dire que je pense que ça, c'est vraiment dès le départ, c'est vraiment le cadre familial. Je pense que il y a nécessité, dans un cadre familial, de briser ce tabou-là, à un moment donné, et de mettre les choses au clair. Mais je pense aussi que il faut quand même qu'il y ait une transparence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à parler d'argent sans qu'il y ait aussi transparence dans un cadre familial. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, la question de l'argent intervient dans les familles, dans un cadre familial un peu plus large souvent,
je pense qu'il y a une culture à avoir dessus. Enfin, je vous donne un exemple. À Madagascar, on fait souvent, par exemple, des Fivri Pinakavine, par exemple. Tout le monde connaît ça, les Fivri Pinakavine, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose que je recommande souvent. C'est vraiment un moment où les chefs de famille parlent des problèmes de la famille, où il faut vraiment parler des choses de façon claire. Rien ne doit être caché, voilà. Et puis, on parle de l'argent à ce moment-là, et il faut que tout soit clair. Parce qu'à partir du moment qu'il y a c'est pas clair, c'est pas transparent, et ainsi de suite, on va jamais pouvoir parler de l'argent de façon visible, quoi, clairement. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc moi, je pense que cette chose-là pourrait se solutionner à une échelle familiale, dans un premier temps, restreinte. Donc le petit noyau familial d'abord, et puis après à une échelle familiale un peu plus grande, le Fianakavine comme on dit, et c'est de voir comment est-ce que on peut gérer ces problèmes-là. Mais en tout cas, effectivement, c'est très problématique à Madagascar, le tabou de l'argent, mais c'est une chose qu'il faut briser aussi, parce que c'est une chose qui pose beaucoup de problèmes dans la société en général, je trouve. Je vous donne un exemple, dès qu'il y a un malgache qui réussit à faire quelque chose, je sais pas moi, qui réussit, qui s'en sort, il construit par exemple une grosse bâtisse, un gros immeuble, on va tout de suite penser à mal, souvent, on va commencer, par exemple, alors que, voilà, alors que si c'est par exemple, d'autres nationalités qui construisent ça, c'est trop vrai. Voilà, on ne dit rien, hein. Moi, je vois ça notamment, par exemple, à Tana, par exemple, dès qu'il y a un gros immeuble, dès que c'est un immeuble de certaines nationalités, ça va. Dès que c'est malgache qui le fait, on commence à penser à mal. Donc, je pense qu'il y a tout un état d'esprit qu'il va falloir changer dans ça, à l'échelle familiale, la grande famille, mais même à l'échelle personnelle aussi, sur notre façon de concevoir l'argent. Je pense que, voilà, en tout cas... voilà. Non, c'est tellement vrai ce que tu dis. Genre, quand par exemple, sortent par exemple des classements, par exemple, sur les fortunes ou autres, tu vois, quand effectivement, il y a un gars, tu vois, qui arrive à être dans la liste, tout de suite, effectivement, ça attaque, surtout sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est genre, non, mais X, Y, Z, alors que franchement, et j'avoue, je me demande d'où vient, en fait, cette manière de penser, tu vois, genre, s'il faudrait retracer ça d'un point de vue historique, je comprends même pas à quel moment, en fait, à Mada, on a commencé à se dire qu'en fait, quand c'est un gars comme nous qui s'en sort, bah non, lui là, en fait, au lieu d'être content pour lui, tu vois, c'est ça. Non, on va se dire, vas-y, on va tout faire, en fait, pour le rabaisser. Non, en fait, peut-être que toi, tu mérites pas, en fait, d'être là. Redescends avec nous, là où... C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est fou, quand même, hein. Et non. Et d'ailleurs, ça me fait penser, aujourd'hui, toi, tu penses, si il y a un concept qu'on a vu émerger un petit peu ces dernières années, on parle beaucoup de liberté financière, tu vois. Déjà, peut-être, de ta manière de percevoir les choses, peut-être pour notre audience, ce que tu peux me dire, ce serait quoi pour toi la liberté financière, si on peut mettre une petite définition dessus, assez simple. Et est-ce que tu penses, après ma question, ça serait d'enchaîner sur, est-ce que tu penses que pour être libre financièrement à Mada, on peut y arriver en étant uniquement salarié? Voilà, c'est mes questions. Alors, je dirais que, en fait, de par mon expérience personnelle, aujourd'hui, on a toutes les prémices, en fait, à Madagascar, qui peuvent permettre à une personne d'atteindre cette liberté financière. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez déjà, pour atteindre la liberté financière, enfin, pour un groupe de personnes, ou pour plusieurs personnes, parce que tout le monde ne peut pas être libre financièrement non plus, mais c'est une opportunité, je pense, d'être libre financièrement. Ça devrait commencer déjà, et on y est maintenant, par ce qu'on appelle un peu alors comment on appelle ça, alors ils ont remplacé la microfinance par ce terme-là, ce qu'ils appelaient l'inclusion financière. Oui. Voilà. Donc, en fait, l'inclusion financière, c'est ce fait que, voilà, il y a plein de gens, en fait, qui n'étaient pas dans le système bancaire de façon générale, qui sont
et donc qui peuvent rentrer dans le système financier grâce notamment par exemple aux puces et tout ça, donc les puces téléphoniques, grâce au fait que grâce au tout ce qui est mobile money, vous pouvez avoir accès effectivement donc en fait la liberté financière ça s'acquiert déjà dans un premier temps par la maîtrise de la technologie, je pense. Si vous voulez être libre financièrement, c'est vraiment maîtriser la technologie parce que les opportunités sont énormes dans ce domaine-là. Quand je dis maîtriser la technologie, c'est déjà maîtriser les mobile money, pouvoir faire des achats ou des ventes, mais vraiment grâce à, vous savez par exemple tout ce qui est peu de gens utilisent ça aujourd'hui. Pourtant, c'est une opportunité très intéressante. Tout ce qui est un peu les cartes Visa virtuelles d'Orange, par exemple. Beaucoup de gens ne savent pas encore ça. Pourtant, grâce à ça, moi, à une époque, par exemple, je vous le dis, à une époque, ces cartes-là permettaient d'acheter de la crypto-monnaie, par exemple. À une époque, maintenant, ça ne peut plus. Mais non. Oui, on ne peut plus acheter de la crypto. Sérieux? Oui. Ah ouais. Bah, attends, on parlera plus en détail de la crypto. Mais voilà. Wow. C'est-à-dire qu'on peut acheter de la crypto avec une carte. Virtuelle d'Orange Money. Les cryptos, sachant que les crypto-monnaies, bon, ça, on pourra toujours en parler, mais il y a beaucoup de gens qui souhaitent en acheter, qui souhaitent en acquérir pour X raisons. Et donc, vous pouvez faire des plus-values, par exemple, grâce à ça. Vous achetez un certain... Ce qui est très intéressant avec les cartes virtuelles, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés. C'est pas comme des cartes bancaires, par exemple, où, à la fin du mois, il y a des frais des agios que tu sais, ça sort d'où. Voilà. Sur Orange Money, par exemple, tu vois tout de suite que vous avez dépensé tellement tôt pour l'achat de cette chose-là. Donc, ça veut dire que si je dois revendre ce que j'achète, je saurai tout de suite à quel prix je dois revendre la marchandise ou la crypto dans ce que je suis en train de dire. Donc, en fait, et ça, c'est une chose. C'est-à-dire que la liberté financière, je pense que ça s'acquiert dans le premier temps par la maîtrise des opportunités qui existent, voire un peu pousser vraiment à la limite tout ce qui existe. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui existe? Avec tout ce processus un peu d'inclusion financière et de finance inclusive, on va dire. Les deux sont utilisés un peu de façon un peu... mais bon, c'est à peu près la même chose, l'inclusion financière et la finance inclusive. L'autre processus, la finance inclusive, c'est un peu l'état final de l'inclusion financière quelque part. Mais la crypto aussi, par exemple, à une échelle beaucoup plus mondialisée, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'atteindre aussi cette finance inclusive. Donc, en fait, il y a déjà une maîtrise qui est importante dans un premier temps. Vous regardez, par exemple, toutes ces personnes qui interviennent. Par exemple, vous connaissez Chine. La plateforme d'achat chinoise, ainsi de suite. Il y a tout un tas de personnes qui se font de l'argent dessus. C'est-à-dire que juste en utilisant la carte virtuelle Orange Money, ils achètent des marchandises, ça vient 15-20 jours après, ils revendent ça, ils se font de l'argent. Enfin, il y a tout un tas d'opportunités et ça ne peut que passer que lorsque vous analysez vraiment le marché, vous essayez de voir un peu, vous faites un bilan de ce qu'il y a autour de vous, et puis après vous vous dites il y a une opportunité à saisir. Je pense que mais c'est pas donné à tout le monde quelque part. C'est ça aussi, c'est-à-dire que la liberté financière, ça passe quelque part aussi par l'entrepreneuriat quelque part. Et l'entrepreneuriat, c'est pas un domaine c'est pas pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Il y a le côté risqué de la chose. Faut le dire, vous vous cassez la gueule très souvent avant de vous en sortir. Si vous en sortez, si vous sortez. Donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais pour les personnes qui désirent entreprendre, je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre d'entreprendre. Mais ça, c'est un tout autre état d'esprit. Si vous êtes une personne qui aimait un peu le métro boulot dodo, restez dans ça. C'est-à-dire que voilà, je sais à peu près ce que je fais, les tâches qui m'incombent chaque jour dans mon travail. Mais après, si vous êtes une personne qui, vous voulez beaucoup plus, vous êtes prêt à risquer beaucoup plus pour avoir beaucoup plus, là, je pense que là, c'est intéressant. Mais voilà, donc pour conclure sur cette question-là, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Il y a un terme que un gars disait, il parlait de la rat race. La souris qui quitter la rat race. Je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. L'état d'esprit marketing, il faut l'avoir très tôt dans la vie aussi. Ça, c'est très important. L'état d'esprit marketing, c'est l'état d'esprit marketing. La démarche marketing, c'est la même chose. C'est le fait que, dans votre vie de tous les jours, vous êtes une personne qui aimait observer, vous voyez un problème, vous essayez de mettre en place
un système qui va permettre de résoudre ce problème-là. Et c'est un état d'esprit à avoir. C'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui se complaisent un peu dans le fait de rester là comme ça, mais il y a des gens. Donc je pense que, mais après c'est à la fois aux parents, mais aussi aux enseignants, aux éducateurs d'essayer de voir un peu qui sont les personnes en fait qui peuvent développer ce genre d'état d'esprit et les pousser. Parce que je pense que c'est vraiment un état d'esprit. C'est pas un truc qu'on peut inculquer juste comme ça. La liberté financière, c'est pas fait pour tout le monde d'entreprendre. Ainsi de suite. Tu vois, toi et moi, on parlait un peu de crypto. Bon, on va dire, cette chance d'avoir au moins un minimum de connaissances sur ce que c'est, comment ça fonctionne. Peut-être est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour notre audience peut-être qui n'est pas au fait justement, c'est quoi en fait la crypto dont on parle? D'accord. Alors la crypto, c'est une monnaie en fait. On parle de crypto-monnaie. C'est une monnaie qui est émise en fait par-dessus une technologie qu'on appelle la blockchain. Donc ça c'est très important à comprendre. C'est-à-dire une crypto-monnaie n'est pas forcément... il faut différencier crypto-monnaie d'une monnaie numérique. Parce que les gens pensent la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, la monnaie numérique, je prends un exemple, PayPal par exemple, l'argent qui est dans PayPal peut être qualifié de monnaie numérique, mais c'est pas une crypto-monnaie. Donc, dès qu'on parle de crypto-monnaie, en fait, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est émise par-dessus une technologie qui s'appelle la blockchain. Alors, pour comprendre la crypto-monnaie, il faut comprendre ce que c'est que la blockchain. La blockchain, alors, on va pas rentrer dans des dalles un peu cryptographiques, ainsi de suite, mais parce que, voilà, l'audience, il faut en prendre en compte ici. Mais pour faciliter la compréhension, en fait, la blockchain, c'est un registre distribué qui disent... Alors, pour faciliter l'achat, on va prendre, c'est comme un grand cahier, en fait, la blockchain, c'est un grand cahier dans lequel on va inscrire toutes les transactions. Imaginons que tu m'envoies 500 ARIA, on va inscrire là. Ton wallet, c'est-à-dire ton portefeuille numérique, m'a envoyé 500 ARIA. C'est écrit. On écrit une ligne, on met ça. Ensuite, je renvoie cet argent à une autre personne, on va l'inscrire là. Et ce grand cahier-là, en fait, il est distribué. C'est-à-dire que il est contenu dans plein d'ordinateurs, on va dire, à travers le monde. Donc, ça peut être 10 000, 100 000 ordinateurs dans lesquels cette information. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, et c'est ça toute l'innovation, en fait, de la blockchain, c'est qu'une fois qu'une information est inscrite sur la blockchain, elle va être immuable. C'est-à-dire, on ne peut plus la changer à tout jamais. Donc, elle va rester là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une prouesse un peu technologique, on va dire, parce que si vous comprenez qu'une information qu'on inscrit sur la blockchain est amenée à le rester infiniment, pour l'éternité, ça ouvre tout un champ de réflexion, en fait. C'est pour ça que moi, comme tu vois, je suis en train d'entreprendre aussi en ce moment des recherches, puisqu'on disait tout à l'heure, la recherche doit se poursuivre sur un peu l'impact de la blockchain sur tout un tas de choses, comme la gouvernance d'un pays, par exemple, sur les finances publiques d'un pays, sur la science politique, par exemple, tous les systèmes de vote, ce genre de choses, dans l'économie de façon générale. Donc, il y a tout un tas d'implications, en fait, de la blockchain. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, la crypto-monnaie, c'est une monnaie, en fait, qui est émise donc sur la base d'une technologie qu'on appelle la blockchain. Donc voilà. Alors, elle a été inventée. Alors, le concept de monnaie, de crypto-monnaie, ça, beaucoup de gens l'ont pensé depuis très longtemps, dans les années 80-90, mais disons que c'est en 2008 que le fameux Satoshi Nakamoto, donc, il a créé son livre blanc, donc un white paper, dans lequel il a expliqué un peu son concept, notamment le fait de vouloir un peu... C'est ça la vision de la crypto-monnaie, en fait. Ça, il faut le comprendre, la vision de la crypto-monnaie, c'est que c'est une vision décentralisée du monde. C'est ça. C'est-à-dire que on voudrait un monde dans lequel il y aura plus des entités qui vont nous régenter dans notre façon de vivre, dans notre façon de dépenser notre argent. C'est ça la décentralisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de banque centrale, qu'il n'y a plus de banque primaire qui vont nous dire qu'est-ce qu'on fait pour notre argent. Puisque dans le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'imaginons que j'ai envie de te faire un virement, qu'est-ce qui se passe? La banque va vérifier deux choses. Elle va vérifier mon identité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment moi qui suis à la source de ce virement.
Et puis, est-ce que mon compte il est provisionné? Donc, ils vont faire cette vérification. Si tout va bien, bah, ils vont procéder au virement. Encore faut-il qu'ils l'acceptent, peuvent toujours, voilà. Donc ça, ce système-là, c'est un système très centralisé et c'est ça un peu finalement que voulait solutionner Satoshi Nakamoto quand il a créé le Bitcoin, c'est de se dire on veut un système financier décentralisé, c'est-à-dire que je suis maître de mon argent, je t'envoie de l'argent, c'est peer-to-peer comme on dit, c'est d'utilisateur à utilisateur, je t'envoie tout de suite, ça transite nulle part. Voilà l'idée. Donc ça c'est très important de comprendre que l'idée même de la crypto et de la blockchain, c'est la décentralisation. C'est tout ce qui, c'est l'esprit premier en fait, on va dire, donc de la crypto-monnaie. Après, il y a la sécurité, il y a ce qu'on appelle la scalabilité, enfin, il y a tout un tas de choses, mais le plus important, ça reste quand même la décentralisation. Voilà. Ok. Alors, j'ai énormément de questions sur le sujet, et peut-être là, aujourd'hui, bon, moi, par exemple, tu vois, je n'ai pas de portefeuille dans la crypto. Si je te dis, par exemple, bon, voilà, imaginons, j'ai 1 million ARIA. Voilà. Bon, déjà, première question, est-ce que ça suffit pour faire de la crypto? Ça suffit. Et deuxièmement, bah, comment je m'y prends, du coup, tu vois, parce que bon, bah, c'est vrai que, enfin, il y a un process, en ligne qu'il faut suivre, etc. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut minimum, idéalement, aller, on va dire, pour investir, du coup, dans la crypto? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que la crypto, en fait, il faut la penser déjà dans un premier temps comme une monnaie, vu que c'est une crypto-monnaie. Donc, comme toutes les monnaies, il y a une fonction, toutes les fonctions de la monnaie. On va pas parler d'économie monétaire, mais il y a une fonction d'échange, il y a une fonction de réserve de valeur, ainsi de suite. Donc, la crypto-monnaie, vous regardez comme le Bitcoin, par exemple, parce que, en fait, le Bitcoin aujourd'hui, ça, il faut pas l'oublier, est considéré comme le nouvel or numérique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque le dollar va mal, par exemple, ou lorsque l'économie mondiale va... Auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on a peur du système financier, on achète de l'or. C'est ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, beaucoup plus, de plus en plus de gens laissent tomber l'or et se dirigent vers le Bitcoin plutôt. Lorsqu'on regarde la capitalisation boursière de l'or maintenant, surtout maintenant qu'on commence à titiller les 110 000 dollars le Bitcoin, là, on voit vraiment que c'est quelque chose qui... il y a une confiance, ça c'est très important. Il faut comprendre que quand on parle de monnaie, de crypto-monnaie, de monnaie, il y a le consensus déjà. Ça c'est très important parce que monnaie c'est ça avant tout. C'est un consensus, c'est-à-dire que si à partir du moment que toi et moi, enfin pas toi et moi, mais imaginons toute une population dit que ça va devenir une monnaie, eh ben ça le devient. Parce que finalement l'ARIA par exemple c'est juste un bout de papier, mais on s'est dit qu'on est tombé sur un consensus que c'est une monnaie, donc ça devient une monnaie. Voilà. Donc, je regarde un peu l'histoire de la monnaie, c'était ça. À une époque, la monnaie, c'était les coquillages, la monnaie, c'était les fèves de cacao, c'était les pièces d'or, les pièces d'argent, ainsi de suite. Maintenant, il y a une nouvelle forme de monnaie qui sort, les crypto-monnaies, comme on dit, et les gens sont d'accord pour dire que Bitcoin, par exemple, ou l'Ethereum, ou XRP, ou ainsi de suite, tout ça, c'est de la monnaie, et donc que ça peut avoir une fonction de réserve de valeur. Ça, c'est important à comprendre. Mais il y a le côté, effectivement, et c'est plutôt ça qui intéresse les gens très souvent dans la crypto-monnaie, c'est le côté un peu spéculation. C'est-à-dire que, mais ça, c'est très important à comprendre parce que la crypto-monnaie, avant tout, c'est avant tout une monnaie d'abord, avant que ça ne devienne un actif à spéculer. Mais, pour répondre à ta question, comment faire? Alors, il y a une passerelle à faire, c'est-à-dire qu'entre la monnaie fiat, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, l'ARIA, pour que ça devienne une crypto-monnaie, il faut que ça transite quelque part. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui, la meilleure façon de faire, c'est d'ouvrir un compte sur Binance, par exemple. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire. Binance, par exemple, c'est la plus grosse banque de crypto au monde, mais Binance, c'est centralisé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des échanges décentralisés. C'est-à-dire que les échangeurs centralisés, ça c'est Binance. C'est-à-dire que c'est comme une banque, c'est une plateforme dans laquelle tu peux acquérir une crypto,
Mais il y a aussi ce qu'on appelle des plateformes décentralisées. C'est-à-dire que Binance, par exemple, on ne sait jamais. Hein. Vous savez, Lehman Brothers, ainsi de suite, il y a de grosses banques qui ont coulé. Hein. C'est des grosses banques. Voilà. Donc, on peut jamais être sûr à 100% de tout ce qui est structure financière de façon générale. Il y a toujours des bulles spéculatives autour de ça. Ils émettent souvent beaucoup plus de monnaie ou de crypto-monnaie qu'ils détiennent de garantie par rapport à ça. À un moment donné, ça peut toujours se casser la gueule. Mais pour éviter ces problèmes, très souvent, j'ai rien contre Binance, hein, mais c'est juste disons que souvent, on va plutôt préconiser ce qu'on appelle les échangeurs décentralisés. Vous avez par exemple Binance eux-mêmes, ils ont acheté un échangeur décentralisé qui s'appelle Trust Wallet. Voilà, donc tu peux par exemple télécharger Trust Wallet. Ça se trouve sur App Store ou même en étant en mode je peux le faire. Oui, tout à fait. Donc Trust Wallet, tu le télécharges. Il y a un passphrase qu'il va falloir mémoriser. Le passphrase, c'est une liste à peu près de 12 petits mots là. En fait, ce passphrase, c'est très important parce que tu le notes quelque part et puis tu le gardes. Il y a des gens même qui inscrivent ça sur des colliers ou même, par exemple, sur un bracelet ou ils le mettent dans leur coffre-fort dans la banque. Parce que c'est très précieux le passphrase parce que ça fait en sorte que si jamais tu perds ton téléphone, eh ben, tu peux récupérer le compte par la suite. Donc faut pas juste faire une capture d'écran parce que là, si tu perds, là, c'est compliqué. Là. Pas juste une capture d'écran. À moins que tu partages ta capture d'écran quelque part et t'es sûr que, voilà. Donc, il faut que tu mémorises ça. Tu crées le compte. Donc, tu vas créer ton wallet, comme on dit, donc ton portefeuille crypto. Une fois que tu l'as créé, c'est bon. Ce que tu fais après, maintenant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a un petit problème à Mada parce que la carte ne permet plus d'acheter directement de la crypto. Ce que tu fais, c'est que tu pars en peer-to-peer. C'est-à-dire que il y a des plateformes, notamment, ne serait-ce que sur Binance. Il y a beaucoup de gens qui vendent, en fait, en peer-to-peer sur Binance. Il y a même des malgaches qui vendent des cryptos sur Binance. En peer-to-peer, c'est-à-dire que, disons, ils vendent de l'USDT. L'USDT, c'est, on appelle ça un stablecoin. C'est une catégorie de crypto USDT où à tout moment, un USDT vaut un US dollar. Donc à tout moment. Mais l'USDT, c'est un peu, on va dire, la version crypto du dollar. Mais c'est pas les mêmes mécanismes. Donc entre guillemets, si je veux faire de la spéculation, je vais pas spéculer sur cette monnaie-là. Tu spécules pas sur c'est juste un truc stable. C'est un truc stable, voilà. Mais ceci étant, tous les actifs autres, enfin le Bitcoin, sont adossés à l'USDT. C'est-à-dire que quand tu vas acheter le Bitcoin, il va avoir par exemple, là, maintenant, on est à peu près à 104 000, 100 000, 104 000 USDT. Le Bitcoin. D'accord. Donc, il va falloir que, donc, tu n'achètes pas le Bitcoin tout de suite dans ta monnaie arrière. Il faut que tu t'achètes l'USDT dans un premier temps. D'accord. Donc, tu te procures l'USDT. Avec de l'arrière, par exemple. Avec de l'arrière, voilà. Donc, il y a des gens qui vendent ça. Tu leur envoies ça sur leur compte Orange Money. Ils te virent tout de suite l'USDT dans ton compte. Tu vois. Mais donc là, par exemple, si tout à l'heure là, je veux investir dans de la crypto, sur mon compte Facebook, je dis les gars, il y a pas quelqu'un qui peut me vendre un USDT par exemple. Voilà, exactement. Par exemple, disons 1000 USDT. Tu vas essayer d'acquérir 1000 USDT et puis voilà ce qu'on fait. Une fois que tu as les 1000 USDT, tout dépend maintenant de combien tu voudrais. Il y a de l'analyse à faire. Combien tu voudrais avoir comme multiplication de ta monnaie, c'est-à-dire que tu veux faire du x2, du x4, du x10, du x100, du x1000. Bon, x1000, faut pas trop rêver, mais il y a des gens qui réussissent à le faire. Hein. C'est-à-dire que ils investissent 1000 USDT, au bout du compte, ça ressort à 1 million de dollars. Parce qu'avec ces USDT-là, donc l'arrière qui est passé en DT, exactement. Ils l'ont investi dans une crypto et cette crypto-là, par exemple, elle a fait qui a une faible capitalisation au départ. D'accord. Ouais. Et puis, à un moment, les gens en parlent, il y a une notoriété de la crypto, ça explose, et ça fait du x100, par exemple. C'est un peu genre comme le Dogecoin, je crois, un truc comme ça. C'est exactement, voilà. À la base, c'était un truc pour déconner. Dogecoin, voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle des meme coins, en fait, et puis c'est des mèmes au départ, et puis après, ça explose. Voilà, exactement. Donc, mais il faut savoir choisir la bonne crypto. Bon, bien sûr, vous imaginez tout de suite que le Bitcoin, tu vas pas pouvoir faire du x100 sur le Bitcoin dans à court terme, c'est pas possible. La capitalisation du Bitcoin est déjà tellement élevée que
Tu peux pas avoir un Bitcoin il est à 100 000 maintenant. Donc, si ça fait du fois 100, c'est-à-dire qu'un Bitcoin vaudra, 10 millions de dollars à peu près? Non, c'est pas possible, c'est un peu compliqué. Mais il faut chercher, en fait, des cryptos qui ont une très faible capitalisation. Mais qui dit très faible capitalisation dit aussi qu'il y a un risque. Hein, bien sûr, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder très souvent ce qu'on appelle le livre blanc du projet. C'est-à-dire que tout projet crypto sérieux a un livre blanc. Ils expliquent un peu quel est leur projet par rapport à cette crypto, pourquoi ils ont émis la crypto, c'est pour solutionner quel problème. Si le projet il est sérieux, on regarde maintenant la team. Donc souvent, la team, il y a 2-3 têtes qui sont connues. Ah, c'est des gars qui sont sérieux, par exemple. Là, par exemple, moi, je suis de très, très près un projet qui s'appelle Bloom, un projet crypto qui est sur Telegram, le réseau social russe, là. Et Bloom, alors, ils n'ont pas encore émis, en fait, pour le moment, de crypto, mais j'ai regardé le livre blanc. C'est très intéressant parce que c'est un projet crypto qui va faire le mix entre les DEX et les SEX, c'est-à-dire les échanges décentralisés et les échanges centralisés. Et ils ont comme chef d'équipe à l'intérieur des gars de Binance. Donc, c'est dire tout de suite que là, ça va pas blaguer, quoi. C'est vraiment un projet très sérieux. Donc là, je farm, comme on dit, c'est faire du farming sur Telegram, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des choses à faire pour pouvoir avoir un airdrop par la suite. Donc, l'airdrop, si tu es vraiment consistant dans le farming, tu vas avoir un airdrop. Et quand la crypto sortira, tu auras déjà une certaine quantité de Bloom chez toi. Il y a même ce qu'on appelle du trading de pré-marché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui spéculent. Tel va être le prix à la sortie et ils vendent déjà à l'avance. Donc, si tu crois vraiment au projet, tu peux déjà l'acquérir, en fait. Voilà, c'est ça. Le concept de farming, justement, peut-être c'est quelque chose pour moi encore qui est un petit peu abstrait. Tu dis qu'il y a des choses à faire, mais c'est quoi? Parce que je dois cliquer sur une touche, là, enfin, sur un truc sur mon clavier 40 fois, et puis... Souvent, en fait, c'est des missions. C'est-à-dire que ils te demandent de partager à 10 personnes, 10 amis réels, 10 comptes. Et une fois que tu fais cette mission, tu as une rémunération. C'est-à-dire, ils te paient en Bloom, par exemple. Ils te demandent ensuite de suivre il y a des missions, leur compte X, leur compte YouTube, leur compte tout un tas de choses. Donc, il y a plein de missions et ils te déversent petit à petit, en fait, c'est des missions, du coup, qui vont permettre à eux de crédibiliser leur marque et donc leur crypto, du coup. Pour que quand les gens, ils vont se renseigner, il n'y ait pas juste, 10 followers sur la page et là, tu te dis, c'est bizarre, quoi. Ils sont déjà tout de suite à 10 millions de followers. Il y a toute une communauté déjà dessus. C'est de ça l'idée. Et maintenant, une question que je me pose, c'est, je reviens par exemple sur le cas du Bitcoin. Est-ce que il y aura toujours du Bitcoin dispo à l'infini ou à l'infini? Parce que j'ai cru comprendre qu'en fait, il y avait un nombre limité de Bitcoin, en gros, qui était dispo je ne sais où, et qu'à un moment donné, quand, par exemple, imaginons il y a 10 000 unités, ces 10 000 unités de dispo auront été réparties sur le marché, il n'y en aura plus. Alors, le total de Bitcoin, c'est 21 millions de Bitcoin. Donc, il n'y aura jamais plus de 21 millions. Sauf qu'il y a un processus qui fait qu'ils appellent ça le halving. Le halving, en fait, c'est tous les 4 ans, c'est dans l'ADN, en fait, dans le code de l'ADN du Bitcoin, c'est tous les 4 ans, la rémunération des mineurs diminue de moitié. En fait, un mineur de Bitcoin, c'est quoi? Un mineur de Bitcoin, ce sont toutes les personnes qui apportent leur puissance de calcul pour sécuriser la transaction. Donc, c'est vraiment des champs de minage, vous savez, tout ce qui est un peu les GPU, les CPU, les puces ASIC, c'est tout ça. Donc, il y a des gens, en fait, qui ont ça dans une maison comme ça. Ça tourne, il y a tout un tas de processeurs qui tournent pour faire les calculs, parce que les calculs cryptographiques dont je parlais tout à l'heure, pour être sûr que, on disait comme ce que je l'ai dit, c'est que comme il n'y a plus de structure centralisée, il y a des calculs à faire pour être sûr que toi, quand tu m'envoies de l'argent, tu avais vraiment cet argent et que ça m'a été envoyé. Du coup, quand moi je vais renvoyer cet argent, c'est sûr que je l'avais cet argent. Pour éviter un peu les fraudes et tout ça. Donc, il y a tout un tas de calculs à faire. Voilà. Et donc, en fait, le calcul qui est fait, ce calcul-là, il va avoir une rémunération de minage qui va être apportée aux mineurs, en fait. Donc, il y a un petit bout de Bitcoin qui va sortir petit à petit, qui va être
distribué aux personnes qui minent le Bitcoin. Donc le minage du Bitcoin, c'est ça, c'est le fait d'apporter la puissance de calcul. Donc tous les 4 ans, il y a une diminution de moitié de cette rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que plus le temps passe, plus ça va être difficile de miner du Bitcoin. Ça va être difficile, ça va Parce être que tu difficile. gagnes moins d'argent, du coup. Parce que tu gagnes moins d'argent, Ouais, c'est ça. ok. Il y a ça, il y a ça dans un premier temps. Ok. Et on peut regarder un peu. Donc ça, c'est un motif de spéculation aussi. C'est-à-dire que 2009, 2013, il y a eu le premier halving, 9,4, 13. Donc si on regarde le cours du Bitcoin, 2013, le premier halving, c'est souvent pendant ces halvings en fait que le prix du Bitcoin monte. Ensuite, 2013, 2017, tu regardes l'actif du Bitcoin, 2017, ça a monté, 2017, 2021, et là maintenant on va entamer 2025. D'accord? Donc là, 2025, je sais pas jusqu'à où va aller le cours du Bitcoin, mais c'est parti. Mais là, ça c'est une précaution à prendre quand même, parce que là, comme on dit très souvent, ça c'est un peu une citation qui vaut dans le jargon financier de façon générale, c'est que quand ton boulanger, comme on dit, commence à te parler d'une action, c'est que c'est le moment de vendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si un boulanger qui est une personne qui n'a rien à voir avec le système financier, c'est quelqu'un qui vend du pain, d'accord? Enfin, j'ai rien contre les boulangers, mais il va commencer à te parler d'une action d'une entreprise. C'est que ça veut dire que on est déjà trop tard. C'est que tu es un peu au bas de l'échelle quelque part. Tout le monde a déjà acquis ça quand le cours était bas. Et maintenant, ils vont vendre. Donc toi, tu vas faire que financer en fait la vente de ça. Donc quelque part, c'est un peu dangereux. Donc maintenant, avec un Bitcoin qui est à 100 000 $, tout le monde commence à en parler. Et ça veut dire tout simplement aussi que des gens vont liquider et toi, tu achètes, tu vas te faire liquider. Voilà. Mais tu vois, par exemple, tu m'as dit, il y avait 21 millions de Bitcoin du coup, qui étaient dispo quelque part. Mais ce quelque part là, il est où en fait? Ça, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Genre, le gars là qui a créé le Bitcoin, c'est quoi? Il a mis sur un serveur les 21 millions et puis je sais pas, en fonction de donc les gens ils font le minage comme on disait, petit à petit, ça baisse le niveau. Voilà, petit à petit, donc en fait, ça émet du Bitcoin petit à petit. Donc au départ, il y a la fameuse histoire du gars en au tout début, en 2009-2010, qui a commandé, je sais pas, 2 pizzas avec je sais pas combien de Bitcoin aujourd'hui. Ça aurait valu des millions et des millions. Mais pour revenir à ta question, parce que ta question c'est la quantité de Bitcoin en circulation. C'était ça que tu t'as posé comme question au départ. En fait, il faut comprendre que Bitcoin, c'est une devise dite déflationniste. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus il va y avoir, moins va y avoir de Bitcoin en circulation. Déjà, ne serait-ce que, en ce moment, on voit déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui ont acquis des Bitcoins en 2009-2010, qui ont perdu leur passphrase, le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Ils avaient ça dans un ordinateur quelque part, ou ils installaient ça dans un wallet. Ils n'arrivent plus à l'ouvrir parce que le passphrase, il est perdu. Tu vois? Et donc, il y a des milliers de bitcoins, on ne les retrouve plus aujourd'hui. Ils sont dormants quelque part. Et c'est pour ça que même souvent, parce que ce qui est très intéressant avec la blockchain, c'est que c'est vraiment quelque chose c'est très transparent, la blockchain. Souvent, on retrouve des fois un portefeuille dormant de l'âge de l'ère de Satoshi Nakamoto vient de s'ouvrir contenant 1000 bitcoins. Des fois, souvent, on dit que c'est peut-être Satoshi lui-même qui ouvre ça, qui fait sortir un peu de temps à autre. Voilà. Mais voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que il va y avoir, en fait, si vous voulez, une raréfaction au vu de la difficulté de minage du Bitcoin qui fait que c'est quelque chose qui va profiter aussi au cours du Bitcoin. Donc, en fait, le Bitcoin à $1 million, c'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver, ça, à long terme, ainsi de suite. Et sur les 21 millions, on sait à peu près combien en circulation aujourd'hui et combien en réserve, du coup, donc Alors, en ce moment, je pense qu'on en a déjà miné entre 70 et 80% des bitcoins, à peu près. À peu près. Ok. Voilà. Et quand, par exemple, il y a... Moi, j'ai vu
Donald Trump disait en fait qu'il voulait faire des États-Unis en fait une nation vraiment un pays Bitcoin friendly, on va dire ça comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Parce que je sais que il y a quelques années, il y a des pays qui avaient commencé à, je sais pas, c'est le Salvador. Ouais, c'est ça. Qui avaient commencé à accumuler du Bitcoin. Ouais, accumuler du Bitcoin, etc. Aujourd'hui, tout ça, à l'échelle mondiale, et éventuellement peut-être pour nous, à Mada, en tant que pays, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et représenter? Alors, en fait, il faut comprendre que, moi, c'est ce que je dis très souvent, hein, la crypto est à notre décennie actuelle ce que Internet était aux années 2000. C'est-à-dire, moi, je me rappelle très bien, en 2002-2003, j'étais dans le bureau de mon père, du côté de Simbazaz à l'époque. Il m'a amené à son bureau, il y avait un ordinateur qui était connecté à Internet. J'ouvrais à l'époque une page sur le Sphinx. Ça prenait 1 minute 30 à s'ouvrir. Il y avait le Sphinx. Oui. Non, enfin, je faisais une recherche comme ça. Ah, ok, C'était mon premier contact, en fait, avec Internet. Tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais taper là? Je vais taper au hasard Sphinx. Et j'ouvrais comme ça. Et il y a la petite boule terrestre là qui tournait comme ça. Et au bout d'1 minute 30 à peu près, la page s'ouvrait. Et on disait, je me rappelle très bien que non, Internet, c'est une innovation certes, mais ça va dépérir. C'est pas une technologie qui va amener à perdurer dans le temps, et ainsi de suite. On disait vraiment beaucoup de mal à l'époque, dans les années 2000, d'Internet. Les gens ne croyaient pas en Internet dans les années 2000. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'Internet est devenu. Donc, en fait, c'est exactement, je pense que la blockchain et les cryptos vont suivre la même voie. La crypto est beaucoup décriée aujourd'hui du fait que elle est très, très utilisée dans tout ce qui est un peu arnaque, très souvent, dans ce qu'on appelle un peu les HIP, les programmes d'investissement au rendement. Ça, souvent, parce que c'est tout à fait normal qu'on utilise les cryptos. On peut pas monter un montage financier complexe de programme investissement au rendement, par exemple, de 1%, de 2%, 3% journalier, avec une monnaie fiat. On a besoin de crypto pour monter ce genre de choses. Donc, tout ce qui est MLM aussi, souvent, il y a des MLM. Bon, je ne dis pas que tous les MLM sont des arnaques. MLM qui est... marketing multilevel. Ah, voilà. Oui. Okay. Donc, mais c'est pas des trucs de un peu système pyramidaux un peu? Oui, exactement. Okay. En fait, c'est des systèmes pyramidaux. Ils utilisent un peu tout ce qui est un peu schéma de Ponzi et tout ça. C'est un peu la même chose. Voilà. Mais il y en a qui sont legit quand même. Hein. C'est pas tout qui est de l'arnaque, mais il faut bien regarder. Mais dans tous les cas, c'est pour ça qu'il y a vraiment un amalgame aujourd'hui dans l'esprit des gens sur la crypto. C'est-à-dire que les gens pensent que crypto égale arnaque. Non, mais ça n'a rien à voir. La crypto, c'est avant tout une monnaie, comme je disais tout à l'heure, qui est mise sur la base d'une technologie qu'on appelle la blockchain. Donc, il faut comprendre la blockchain pour comprendre la crypto. Mais il faut pas associer tout le temps crypto avec arnaque, ça n'a rien à voir au final. Tu vois ce que je veux dire? Mais, alors, pour revenir à ta question sur Donald Trump, il faut comprendre que les cryptos sont amenés vraiment à évoluer dans le sens où le monde, en fait, je peux voir que le monde se digitalise de plus en plus aujourd'hui. Les économies se digitalisent beaucoup plus avec tout ce qui est technologie d'information et communication, tout ce qui est outils qui se développent, ainsi de suite. Donc la monnaie, c'est pareil, c'est-à-dire que de plus en plus, les gouvernements s'entraînent en ce moment de chercher des solutions de ce qu'ils appellent un peu les monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire que on va essayer petit à petit de quitter cette monnaie fiduciaire, donc le papier, la monnaie sonnante et trébuchante, et on va commencer à essayer d'explorer des solutions qui soient sûres de monnaie numérique de banque centrale. Il faut comprendre, et c'est pour ça que je suis un peu étonné de voir, il y a beaucoup de gens très souvent qui décrient les crypto-monnaies et qui quand même se disent oui, mais il faut des monnaies numériques de banque centrale. Mais la monnaie numérique de banque centrale utilise la blockchain. Tu peux pas émettre une monnaie. C'est pour ça qu'en fait, les Européens, par exemple, les Chinois sont très avancés en ce moment dans leur yuan numérique. Ils sont très avancés. Tu peux pas émettre une monnaie numérique de banque centrale sans avoir recours à de la cryptographie et à de la blockchain. C'est pas possible. Tu peux pas juste
émettre de l'argent dans un serveur centralisé qui va se faire pirater en 2 temps 3 mouvements et tu vas faire voilà, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que il faut de la blockchain pour sécuriser tout ça. Parce que voilà, la blockchain, ça permet de sécuriser. La blockchain, tu peux pas la pirater, la blockchain. C'est impossible de pirater une blockchain. Parce que pour pirater une blockchain, ça veut dire que tu vas changer l'information dans les centaines de milliers d'ordinateurs, tu vois. Donc, c'est pas possible de pirater. Donc, c'est pour ça que tu as besoin, en fait, de la blockchain pour pouvoir émettre ces monnaies-là qui vont être utilisées. Et Donald Trump, il a compris. C'est-à-dire qu'il a compris que, oui, effectivement, mais il veut pas se faire dépasser, en fait, par les Chinois par rapport à ça. Il sait déjà que les Chinois l'utilisent. Mais le problème, c'est que les Chinois l'utilisent un peu, on va dire, pas dans le bon sens. C'est-à-dire que, enfin, pas dans l'esprit, en fait, de la crypto. Je rappelle que l'esprit principal de la crypto, c'est la décentralisation. Les Chinois, dans leur côté un peu économie dirigée, ne vont jamais laisser quelque chose de décentralisé dans leur pays, tu vois ce que je veux dire. Mais ils ont compris l'intérêt de la technologie et aujourd'hui, ils commencent à mettre en place des systèmes pour payer leurs fonctionnaires dans de la monnaie numérique. Mais bien sûr, après, bien sûr que vous imaginez tout de suite que c'est aussi une façon de pouvoir régenter aussi petit à petit la vie de leurs citoyens parce que voilà, je te paie, je suis l'État, je te paie en crypto-monnaie, tu vois. Ça veut dire que je vais savoir très exactement dans quoi tu vas utiliser ton argent, tu vois. Que tu vas faire, parce que on va toujours voir ta monnaie transite dans quoi, et ainsi de suite. Donc, ils fliquent. Ça leur permet de fliquer leurs compatriotes, en fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont un droit de regard sur la blockchain Oui. Est-ce que tu peux choisir la blockchain que tu utilises? Tu peux. Ok, d'accord. Tu peux, et tu peux même utiliser des blockchains privées. L'intérêt de la blockchain, justement, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est consultable par tous. Après, si c'est une blockchain privée, il y a qu'un groupe de personnes qui pourraient la consulter, en l'occurrence l'État. Mais il faut une blockchain. Donc, les monnaies numériques de banque centrale, à mon sens, sont des crypto-monnaies. Et ça, il l'a compris, Donald Trump. Il a compris que... mais après, il faut aussi savoir que Donald Trump, Musk, bon, maintenant on associe les deux toujours ensemble. Musk, voilà, il y a une mouvance, Musk-Trump. Très souvent, ça, c'est des gars... les traders le savent très bien. Tous les traders savent que... parce qu'en trading, en fait, il faut savoir qu'en trading, il y a ce qu'on appelle le trading fondamental, c'est-à-dire le trading de news. C'est-à-dire que je trade, j'achète ou je vends un actif en fonction des news qui vont sortir. Très souvent, les traders, ils vont scruter ce que va dire Trump ou va dire Musk parce que ça va permettre au Bitcoin de monter tout de suite ou de descendre. Très souvent. Donc, c'est des gars aussi qui jouent beaucoup sur ça. C'est pas loin du délit d'initié, ça. C'est un peu du délit d'initié, mais écoute. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Personne ne connaît que toi, t'es mon pote. Je te dis en avance que je vais te dire ceci. Tu vas vendre les trucs parce que les gens vont acheter, tu vois. Tu vas liquider. Donc, il y a ces choses-là, mais après, voilà. Je ne dis pas qu'ils font, je ne dis pas qu'ils font du délit d'initié, mais je suis sûr qu'il y en a qui jouent sur ces choses-là. Qui jouent sur les infos, c'est ça. C'est ça. Mais... c'est ça, Ok, bon. Donc, du coup, maintenant, je suis un mada, je suis un jeune, ok. Je crois au potentiel de la crypto, ok. Comment toi, tu conseillerais bon, on le dit, c'est comme tout investissement, il n'y a pas de 100%, etc. Ça n'existe pas. Mais imaginons moi aujourd'hui, on va prendre le cas d'Axel. Okay, j'ai envie de me lancer. Est-ce que tu as des petits conseils, si tu veux, concrets sur comment je peux m'introduire doucement dans ce monde-là où on va pas se mentir, je pense qu'il faut quand même avoir fait pas mal de recherches, avoir une bonne connaissance quand même pour pouvoir se dire ok, aujourd'hui, j'ai les compétences et les connaissances nécessaires pour me lancer tout seul. Mais bon, moi aujourd'hui, je les ai pas, ces connaisses-là. Je demande ton avis bienveillant là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais, tu vois Voilà. Alors, ce que je conseille, en fait, c'est de comprendre ce que c'est d'abord la crypto. Dans le sens où c'est certes un actif financier, mais qui est différent des autres actifs financiers qui existent déjà, comme par exemple tout ce qui est
devises, par exemple, l'euro USD, par exemple. Ça, c'est un actif financier qui est beaucoup tradé, comme par exemple, tout ce qui est indice boursier, par exemple, le S&P, le CAC 40. On peut trader tout un tas de choses. Ce qui est intéressant avec les cryptos, en fait, c'est que tu peux l'acquérir et le sortir des marchés. Je m'explique. Quand tu veux faire de la spéculation, très souvent, tu t'inscris dans une plateforme de trading, par exemple, et tu fais une analyse. Tu fais une analyse du fondamental, tu fais une analyse technique, tu fais une analyse chartiste, comme on dit, tu regardes des épaules tête épaule, bon, pour les gens qui sont s'y connaissent un peu. Mais disons, par exemple, tu te dis, OK, la tendance, c'est une tendance haussière. Je suis sûr que cet actif va monter. J'achète l'actif parce que je pense qu'il va monter. Disons, par exemple, je pense que le cours de l'or va monter. Tu achètes l'actif, peut-être que ça va monter, peut-être que ça va baisser. Très souvent, quand on est dans le trading pour faire de la spéculation, on fixe des objectifs, ce qu'ils appellent un peu le take profit. C'est-à-dire, on fixe un objectif et on fixe aussi un niveau au-delà duquel on sort de l'actif. Le problème, c'est qu'il y a des positions qui se font liquider. C'est-à-dire que si j'achète l'actif et que si jamais ça descend trop bas, je perds mon argent. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le risque, en fait, que vous avez quand vous faites du trading. Vous tradez sur les marchés financiers. Dans les cryptos, vous n'avez pas ce risque. Pour la pure et simple raison que quand tu achètes une crypto, disons par exemple le Bitcoin, tu l'achètes, tu peux l'acheter, tu peux le sortir de la plateforme d'achat pour le mettre dans ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le laisses dans ton téléphone et tu es là. Tu attends un beau jour, le truc il a fait x2 par exemple, là tu le ressors ton téléphone pour le revendre sur les marchés financiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un mécanisme différent. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt du coup alors? Pourquoi tout le monde ferait pas ça, du coup, le sortirait pas du système pour être, on va dire, safe, d'une certaine manière, et plus être assujetti au... C'est ce qu'on appelle les cold wallets et les hot wallets. Les cold wallets, c'est-à-dire un peu wallet froid, frais, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, tu peux l'avoir dans ton téléphone et tu le restes. Les gens peuvent le faire, mais ils le font pas. Ils le font juste pas. Parce que généralement, ils le savent pas ou c'est parce qu'ils aiment le goût du risque? Voilà, c'est peut-être qu'ils ne le savent pas. Et ils aiment le goût du risque aussi parce qu'il y a souvent en trading, il y a l'effet de levier. Ils veulent gagner plus, mais ils veulent gagner 2 fois plus, mais ils ont 2 fois plus de chances aussi de perdre. Donc il y a des gens, ils aiment jouer sur les risques, en fait, surtout avec les effets de levier sur les plateformes. Mais moi, ce que je conseille pour les gens qui veulent commencer, c'est de faire ça. C'est-à-dire identifier une crypto, par exemple, dans le top 100 des cryptos. Prendre le centième crypto. Il y a un site qui s'appelle CoinMarketCap, qui doit être connu par toutes les personnes qui font de la crypto. En fait, c'est une liste, c'est un site qui référence en fait toutes les cryptos de la première place, le Bitcoin, jusqu'à, je pense, 2000, 3000, la 3000e crypto. Wow. Tu prends une crypto au milieu de la liste à peu près, tu l'achètes et tu le sors de l'échange dans lequel tu l'as acheté, tu vois, et tu le gardes. Et tu attends. Par contre, tu screens, hein, tu regardes à chaque fois, tous les jours, tu reviens, tu regardes, ça a monté, ça n'a pas monté, voilà. Une fois que ça monte, tu te dis, OK, je vais le revendre, tu le remets dans l'échangeur et tu le revends. Et c'est bon. Et est-ce que tu es sûr de trouver un acheteur à ce moment-là? Oui, bien sûr. Il y a toujours un acheteur, que ce soit sur les échanges. Alors, très souvent, les cryptos à faible capitalisation, très souvent, ils ne sont pas encore listés dans les échanges centralisés, comme Binance par exemple. Ils ne sont pas encore sur Binance, mais ils sont sur des échanges décentralisés, et sur les échanges décentralisés, il y a des acheteurs. Il y a toujours des acheteurs. Et ces échanges décentralisés là, c'est où que je les trouve? Les échanges décentralisés, alors, il y en a un par exemple, alors je te donne un exemple, ça s'appelle Uniswap. Uniswap par exemple, c'est un échangeur décentralisé dans lequel tu peux vendre pratiquement toutes les cryptos qui existent. Il y a tout de suite une cotation là, tu peux voir tout de suite, OK, si tu le vends maintenant, tu vas avoir tel montant, ainsi de suite, voilà. Et toi, bon, t'es dans le crypto, t'as déjà testé, t'as sûrement peut-être un portefeuille toi-même. Bien sûr. T'as déjà vu des... C'est quoi, on va dire, si tu peux dire, genre, la meilleure perf ou le meilleur multiplicateur que t'aies fait, mais en même temps, peut-être le truc où tu te dis, là, quand même, là, je me suis bien cassé la gueule quand même, là. Non, je me suis pas encore cassé la gueule, dans le sens où la meilleure perf que j'ai faite, c'était au tout début du dernier cycle haussier.
Ok. C'était en 2020-2021. Ok. Je me rappelle avoir acheté Mana. C'est un Ok. token. Mana, c'est un token, tout ce qui est un peu métavers, en fait. Ah oui. Mana. Ok. On parlait beaucoup Oui, je me rappelle, du oui, oui. métavers à une époque. Maintenant, c'est un peu. Si tu peux juste expliquer peut-être Ouais, ouais. pour les gens qui savent pas le Voilà. métavers, le token, Ouais. ça représente quoi Voilà. un peu En fait, le métavers, c'est un peu tout ce qui est un peu monde virtuel, on va dire. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de créer des économies virtuelles, des sociétés virtuelles dans le métavers, dans lequel on va aussi proposer aussi pas mal de produits, hein. Donc vraiment une vie, on va dire quelque part un peu parallèle, Ok. que tu peux accéder notamment aussi grâce à tous ces un peu casques virtuels Ok. qui sont mis sur le marché par Apple, par exemple. Ouais. Alors Meta voulait vraiment, hein, c'est pour ça d'ailleurs que ils avaient rebaptisé le groupe mère de Facebook par Meta. Ouais. Ils avaient eu des idées sur ça à un moment donné, mais voilà, Mark Zuckerberg, il est revenu en arrière un peu. Mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire de créer vraiment toute une économie, toute une société virtuelle dans laquelle les gens pourraient interagir, faire des choses, faire du shopping, regarder des matchs. Tu peux acheter par exemple un terrain, par exemple, exactement, un bout de terrain dans la vie numérique en gros, et qui prendrait de la valeur à terme. Ok, voilà, d'accord. c'est ça. Et donc en fait, le token Mana faisait ça. À l'époque, j'avais investi dans ce token. Je me rappelle avoir investi 300 USD dedans. Ça m'est revenu vers la fin du cycle haussier à peu près à $9,000. Arrête. Voilà. 300 à $9,000 $9,000 à peu près, oui. À peu près. Fois 30. Ah ouais. Ah, j'étais content. Ah bah purée, bah, et donc c'est quoi sur une période de quoi Sur période à peu près de 7-8 mois, à peu près. Donc, il faut garder, il faut savoir garder. Putain, c'est fois 30 sur 7-8 mois. Je connais pas beaucoup de trucs qui mais il faut savoir, il n'y a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup. Donc il faut être là au tout début du cycle haussier. Il faut que c'est important de le prévoir, le cycle haussier. Et puis après, tu te rends compte que le métavers, les gens ont commencé à en parler partout, boum. En fait, c'est vraiment, comme on dit, c'est les early adopters, ceux qui sont vraiment au début des aventures comme ça, tu vois, qui forcément ont les plus gros gains, quoi, en fait, après. C'est ça. Waouh, ok. Et aujourd'hui, le métaverse comme ça, c'est toujours il y a toujours des trucs. Il y en a toujours, mais c'est un peu moins. Oui, c'est un peu moins. Il y a moins de hype. La hype, elle a un peu diminué, mais je pense qu'ils continuent à travailler dessus. Il y a surtout dans le gaming, en fait, ils restent quand même là-dedans. Tout ce qui est Roblox, par exemple. Ces choses-là, ils continuent à rester dedans. Tu vois, il y a un truc qui me fascine. Encore une fois, c'est vrai que c'est des thématiques sur lesquelles j'ai une forte curiosité, donc j'ai un peu lu quelques articles, regardé 2-3 vidéos, mais comment ça se fait? Ou est-ce que peut-être que je suis pas allé au bon endroit du coup, mais que j'ai l'impression que dans les universités ou instituts, on parle pas de ça. Ouais, tu me parles de peer-to-peer, tu parlais des trucs d'effet de levier, tout ça. Je dis, mais est-ce que c'est moi du coup qui suis pas allé aux bons endroits, ou est-ce que on n'en parle pas? En tout cas, à Mada, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. En fait, c'est un truc de ouf. Non, c'est pas des thématiques qui sont abordées à l'université souvent. Mais je pense qu'il faudrait revoir ces choses-là pour que, surtout la crypto-monnaie, la blockchain, notamment dans des cours de finance, essayer d'en parler comme des actifs financiers. Et vraiment en faire des cours, mais vraiment à part entière, quoi. Ouais, c'est ça. Pas juste un petit chapitre, mais vraiment tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, en faire un chapitre vraiment à part entière. Ouais. Et je pense que, voilà. Mais je pense qu'on n'a pas encore saisi, je pense, l'importance de ces choses-là pour le moment. Voilà. Parce que tu vois, sur tout ce que tu m'as partagé, là, il y a au moins 10 éléments, je pense, ça pourrait être. Oui, tout à fait. Une vidéo en soi, tu vois, genre un contenu à part, tu vois, juste pour bien comprendre, bien cerner la chose, tu vois. C'est ça, oui. Waouh, ça c'est un truc de ouf quand même. Ok. Bah tiens, peut-être pour toi, hein, qui sait, ça pourrait être un projet un jour, tu pourrais te lancer justement dans cet aspect de vulgarisation, en tout cas d'éducation financière, allez, on va dire moderne, tu vois, genre vraiment essayer de... Ouais, c'est peut-être un jour, pourquoi pas, tu fais des conférences où tu crées des modules ou je sais pas comment, mais voilà, pour partager toutes ces connaissances. J'en fais souvent. J'ai fait à 2 reprises, j'ai déjà fait une conférence, sur Facebook, un live de 2 heures, 3 heures en continu où j'essaie de répondre aux questions des gens sur la crypto de façon générale.
Non, je suis à fond là-dedans. Disons que j'adore vraiment tout ce qui est un peu crypto, intelligence artificielle aussi, j'adore beaucoup. Ouais, ça, j'adore ouais. beaucoup parce que disons que j'adore vraiment tout ce qui est un peu domaine un peu novateur, ce genre de choses. J'aime parce que ça te permet finalement de prédire un peu les choses, d'être aux avant-gardes de ce qui va se passer. C'est ça qui est très intéressant. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, je fais beaucoup de live dessus parce qu'il y a beaucoup d'impact en fait souvent sur notamment sur moi, ce que j'enseigne. Alors, une des choses que j'enseigne à l'université, c'est tout ce qui est analyse de données, statistiques informatisées. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est fini. C'est fini, ils ont plié la game, comme on dit. Avant, on apprenait la statistique, mais la statistique descriptive, statistique inférentielle, les tests statistiques. On faisait de la modélisation, on apprenait ça. C'était très difficile avant. On utilisait de langage. Genre R, tout ça. R, voilà. R Studio, ça, j'enseigne ça, R Studio. Très souvent, pour des étudiants de doctorat, j'enseigne R Studio pour leur recherche et tout. Des analyses qualitatives, des analyses quantitatives. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est très intéressant parce que ils embarquent Python. Tu fais entrer tes données dedans et ils t'apprennent vraiment comment faire et tu comprends vraiment tout. Et ça révolutionne vraiment la façon de... Et ça aussi, les enseignants doivent comprendre ça. Parce qu'il y a des enseignants qui sont vraiment dépassés. ChatGPT, aujourd'hui, les enseignants sont dépassés. Et c'est pour ça que c'est seulement maintenant... Moi, ChatGPT, j'en ai parlé depuis 2 ans maintenant sur Facebook. C'est maintenant que les enseignants commencent à se rendre compte que toutes les dissertations se font sur ChatGPT, surtout qu'aujourd'hui, les plus malins arrivent à humaniser ce qu'ils écrivent. C'est ça qui est malin. C'est-à-dire que ils ont réussi à contourner le côté un peu très froid de ChatGPT pour humaniser ça au maximum et essayer de... Voilà. Et ça, il y a toute une réflexion, je pense, parce qu'on peut pas ne pas... alors oui, Elon Musk a dit à un moment donné, il disait il faut qu'on arrête vraiment parce que ça se développe trop vite. Il faut qu'on arrête pour à peu près 6 mois, on réunisse tous les scientifiques pour dire où est-ce qu'on veut emmener le truc. Mais je pense pas que Sam Altman, le PDG de ChatGPT, enfin d'OpenAI, il va accepter ça. Ils avaient signé genre un truc. Il y avait un truc, ils avaient signé à plusieurs là, une pétition, je crois. C'est pétition, ça. Une pétition sur ça. C'est hyper intéressant que tu parles de ça justement. L'IA dans l'enseignement aujourd'hui, aussi bien pour l'enseignant que pour l'étudiant, tu vois, j'avoue, c'est critique aujourd'hui de le maîtriser parce que, en fait, si tu maîtrises pas ça, c'est peut-être pas le bon, mais t'es déjà grave en retard. J'ai pas envie de dire que t'es obsolète, mais t'es grave en retard. C'est ça. Parce qu'il y a des gars, ils ont déjà capté le truc. C'est ça. Eux, le taf, par exemple, le boulot qu'on va leur confier, ils vont le faire en 30 minutes. Toi, t'es là pendant une semaine, tu galères encore, tu comprends pas ce qui se passe. Et au final, le gars qui maîtrise l'outil, c'est lui qui va avoir la promotion. C'est lui qui va avoir, on va dire, la reconnaissance de... Ah ouais, toi, t'es un gars efficace, tu vois. C'est ça. Parce que lui, il a capté il a pris le temps d'apprendre, tu vois. C'est ça. Et même, par exemple, en tant qu'enseignant aujourd'hui, bon, moi, je suis pas enseignant, mais par exemple, j'imagine, un des enjeux, c'est de se dire, bon, la matière est là, le contenu est là aujourd'hui. Comment je peux faire en sorte comment je peux utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle pour que je sois plus efficient, mais que le contenu que je propose soit encore plus pertinent, que ce soit pas juste un truc au final que l'étudiant il aura tapé sur ChatGPT, genre explique-moi en 5 bullet points le concept de, je sais pas, de l'informatique quantique par exemple, tu vois, et c'est fini, le game, comme tu dis, il est plié, tu vois. Par exemple, moi je pense à une manière pour un enseignant aujourd'hui peut-être d'utiliser l'IA, c'est de dire voilà le contenu qui est dispo. Tu uploads le fichier par exemple sur ChatGPT, si tu as la version payante, tu mets ton PDF et tu dis je sais pas, propose-moi un QCM ou un test en fait sur la base de ces éléments qui va encourager la réflexion de l'étudiant par exemple, tu vois. Et je sais pas si je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, on est d'accord, parce que moi je suis pas enseignant, tu vois, donc peut-être que je raconte des bêtises, tu vois, mais le champ est infini sur les possibilités de l'IA dans l'enseignement, mais je pense que c'est important, c'est essayer de faire en sorte que ce soit un outil de productivité pour tout le monde. Voilà. Pas un outil de triche ni quoi que ce soit, mais que ce soit un outil de productivité à la fois pour les enseignants aussi pour les étudiants. Et là, je pense que si on arrive à mettre
à mettre ça en place, c'est bon. Moi, c'est ce que j'essaie de faire justement dans mes cours, notamment de statistiques informatisées, c'est vraiment qu'ils comprennent en fait. Ce que je fais en fait, c'est que j'utilise les deux à la fois. J'utilise RStudio, et j'utilise Python d'OpenAI, et je mets les deux en même temps. Et je traite donc sur RStudio, je leur montre ça. On fait par exemple des tests statistiques, on fait un test V de Kramer, un test de Ki2, ce genre de choses. On fait tout ce qui est modélisation, on fait des tests d'homoscédasticité, il y a tout un tas de tests à faire. Et puis après, je fais exactement la même chose ici. Et ils comprennent, ah oui, parce qu'ici, il explique beaucoup plus, donc tu comprends mieux. Donc on utilise les deux à la fois, en parallèle, et je pense que ça, tout de suite, ils comprennent en fait que non, ce que ce prof il dit, effectivement, lui, il le valide. Même l'ordinateur, il le valide. Donc ça me permet aussi, à moi aussi, d'être... de leur faire comprendre que je ne leur dis pas n'importe quoi. Donc j'utilise, en fait, l'IA de cette manière, par exemple, pour tout ce qui est un peu... parce qu'il y a très fort dans tout ce qui est un peu chiffres et calculs et tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à la personne qui dit... je vois des gens, par exemple, qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas utiliser des solutions d'OpenAI, donc ChatGPT, par exemple, parce que... pardon du terme, mais je veux pas être con. Tu vois, je veux faire continuer à travailler mon cerveau. C'est genre les gens qui disent oui, mais la calculatrice, pourquoi faire si je peux faire calcul mental, tu vois. Toi, tu leur dis quoi, du coup, à ces gens-là Non, mais... Tu vois ce que je veux dire, qui dans leur d'une certaine manière, l'ego aussi, c'est un peu l'ego qui parle aussi, de dire ça connaît ma vitesse, et tu vois, genre en tant qu'humain, tu vois. Oui, non, mais je sais pas dans quel domaine ils sont déjà, parce que ça dépend aussi du domaine. C'est-à-dire que si vous êtes dans tout ce qui est un peu lettres, poésie, genre de choses, là où il y a un côté un peu... c'est important d'avoir un côté un peu subtil. Là, c'est vrai que c'est pas trop le propre de l'IA, d'être subtil, ainsi de suite. Là, c'est compliqué. Moi, là, je peux comprendre. Mais très franchement, dans tout ce qui est, encore une fois, dans tout ce qui est technologique, tout ce qui est chiffres, calculs, ainsi de suite, statistiques, ce genre de choses. Ah bah non, ça sert à rien de dire ça. Vraiment, ça sert à rien. Je trouve ça complètement... Mais attends, tu peux pas dire ça. Tu es obligé de composer avec l'outil. Tu peux pas dire je vais le faire tout seul. Non, c'est pas possible. C'est exactement comme ce que tu dis. Tu as une calculatrice et tu t'évertues à continuer à faire un calcul mental. Non, mais voilà. Voilà. Après, il y a des domaines où, effectivement, oui, l'IA va pas rivaliser avec l'esprit humain, ça c'est vrai. Enfin, pour le moment, on va dire, parce que c'est ça aussi le machine learning, c'est qu'ils apprennent de tout, c'est ça. Donc, on peut pas savoir ce qui va se passer demain après-demain, mais dans tous les cas, voilà, pour le moment, je pense que, voilà. Donc, il y a toute une nécessité, en fait, si vous voulez, de réflexion, mais vraiment à une hauteur plus grande de ces choses-là. Ok. Moi, on approche un petit peu de la fin de nos discussions, tu vois, mais j'aimerais avoir ton avis sur aujourd'hui, nous, MADA, en tant que pays, en tant que nation, quand on voit tout ce qui se passe, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait pleinement profiter de ces opportunités-là dont on n'entend pas assez parler? Parce que je pense aujourd'hui à MADA, c'est qu'on a encore... Je pense les jeunes aujourd'hui, ils sont plus sur des opportunités. Tu parlais par exemple d'importation, effectivement, de Chine, t'as AliExpress, t'achètes un peu sur Amazon, t'attends un peu les trucs genre Black Friday, tout ça, et puis t'as des promos, et puis après tu revends un peu derrière, tu te fais une petite marge. Ou un truc aussi, je vois que pas mal de jeunes font, c'est par exemple, ils achètent les balles par exemple, du coup les habits qui ont déjà été utilisés de seconde main, tout ça, et puis après ils font des ventes sur Facebook et tout ça, tu vois. Balles de friperie. Voilà, exactement. Mais quand tu vois aujourd'hui toutes ces opportunités là et que on se dit on peut aujourd'hui en faire partie, on peut aujourd'hui en profiter. Qu'est-ce que tu penses que nous en tant que pays on devrait faire pour justement peut-être faire en sorte que ces opportunités là soient un peu plus accessibles à tout le monde et que les gens prennent conscience que y a un train qui est déjà en marche, tu vois, et que ce serait bien de prendre plus ou moins vite, quoi, tu vois, avant que entre guillemets ce soit entre guillemets trop tard ou moins intéressant en tout cas, quoi. Je pense que c'est au niveau des solutions un peu digitales des opérateurs.
je pense que c'est à ce niveau. Je pense qu'ils ont un rôle important à jouer sur ces choses-là. C'est-à-dire que comment ils pourraient, je pense qu'ils devraient trouver des canaux dans lesquels il y a moyen, je dirais, d'explorer le monde de la crypto à travers ce qu'ils offrent comme solution, notamment par exemple leurs applications et tout ça. C'est-à-dire, c'est ce que PayPal fait. PayPal aujourd'hui est en train d'explorer des solutions de crypto, c'est-à-dire la possibilité de transformer le solde PayPal en crypto et vice versa. Ah ouais. Oui, même Visa, je pense qu'ils sont en train de. Les banques également pareil. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment dédiaboliser déjà la crypto dans un premier temps, parce que la crypto malheureusement souffre vraiment de médisance sur ce côté un peu ce que je disais tout à l'heure. On assimile très souvent la crypto à de l'arnaque, alors que ça n'a rien à voir. Et donc, je pense que c'est du ressort un peu de tout un tas d'entités, dans un premier temps, multiplier aussi probablement tout ce qui est un peu salons technologiques dans lesquels on peut mettre en valeur aussi. D'ailleurs, le technologique digital, mettre en valeur les crypto-monnaies et la blockchain, pour que les gens comprennent ce que c'est que la blockchain déjà. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que il faut que les gens comprennent l'utilité de la blockchain avant de comprendre l'utilité de la crypto. Parce qu'on peut pas comprendre la crypto justement si on comprend pas la blockchain déjà. Il faut savoir que la blockchain c'est quelque chose qui est déjà utilisé. Moi, une de mes crypto-monnaies de prédilection s'appelle The Chain. En fait, c'est une crypto-monnaie de Singapour, mais ils disent que c'est une crypto-monnaie chinoise, mais c'est de Singapour en fait. Et The Chain, en fait, ce qui est très intéressant dans cette crypto, c'est qu'ils sont dans tout ce qui est un peu traçabilité. C'est-à-dire que grâce à leur blockchain, et ils ont déjà collaboré avec Nike sur, par exemple, imaginons que Nike sorte un Air Jordan par exemple, peu importe, et tu peux être sûr, tout simplement en scannant le QR code dessus, que c'est un vrai, tu vois. On utilise la blockchain avec ça. Donc il y a eu aussi une utilité en fait de la blockchain en ce sens, c'est-à-dire pour les entreprises qui ont besoin vraiment d'un suivi de la traçabilité vraiment de leurs produits de A à Z. Les universités par exemple, ça on le dit pas, mais ne serait-ce par exemple pour les diplômes universitaires. Il y a beaucoup de faux diplômes, il y a beaucoup de si les universités commençaient à imprimer ou inscrire les diplômes qu'ils délivrent sur la blockchain, c'est fini. Donc on pourra plus jamais changer ça. Le baccalauréat par exemple, on pourrait vraiment explorer ce genre de choses. Par exemple, le diplôme de bac, on le met là. Tout le monde est sûr, on peut consulter qu'il a eu son bac à telle année. Donc, il y a tout un tas de champs en fait, ça ouvre tout un champ de possibles en fait. Si on comprend bien le fait que la blockchain rend toute information qu'on y inscrit immuable. À partir de là, c'est bon. Donc, les NFT, par exemple, ça aussi. Les NFT, les tokens non fongibles, comme on dit, on en parle beaucoup c'est notamment, à un moment donné, les singes que vous voyez un peu partout, qui ont été vendus des millions de dollars, et ainsi de suite. C'est ça, ça, c'est la blockchain. C'est-à-dire que c'est l'art, le monde de l'art qui a compris l'utilité de la blockchain. Donc, ça devient quelque chose de très cher. Je pense que, à partir du moment que c'est pour ça qu'on parlait des cours et ainsi de suite, des conférences, il faudra continuer sur la blockchain. À partir du moment que les gens comprennent ce que c'est qu'une blockchain, il va y avoir tout un tas de choses qui va, je sais pas moi, l'artisanat par exemple. On pourrait commencer peut-être déjà à tokeniser des choses. La tokenisation par exemple. Ça aussi, l'immobilier. C'est-à-dire que la tokenisation, c'est le fait de mettre sur la blockchain un actif réel. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait pensable. Je sais pas, moi, un immeuble, par exemple. D'accord? Tu construis un immeuble. Tu es un promoteur immobilier, tu construis un immeuble. Et puis, tu vas tokeniser l'immeuble, tu vas tokeniser les appartements. C'est-à-dire que un appartement, tu vas mettre un équivalent token de ça et tu vas le vendre. Tu vois? Et les gens vont spéculer sur ça. Je sais pas comment les gens vont faire. Et puis, les gens vont être propriétaires. Chacun par rapport à, imaginons tu le vends à, je dis ça comme ça, 100 000. Il y a plein de gens qui vont l'acheter, par exemple, il y a des gens qui vont prendre 50
dollars de part dedans, il y en a qui vont acheter à 1000 dollars la part dedans. C'est comme si tu diffuses en fait des parts, un peu de l'appart, tu vois, et tu le vends sur la blockchain. Donc les gens vont acheter, et quand il y a quelqu'un qui va donc venir habiter là, il va payer son loyer, tu vas être rémunéré sur ça. Tu vois un peu l'idée, des choses comme ça, donc la tokenisation. L'agriculture, par exemple. Je peux partir sur ça. Dans l'agriculture. Disons, par exemple, tu as un champ de, peu importe, hein, disons, tu as un champ de girofle, par exemple. Tu as un champ de girofle, ok. Tu sais que ton champ de girofle, tu vas avoir telle tonne de girofle à la saison prochaine. Tu vas tokeniser ça, tu vois. Donc, tu montres le champ, et ainsi de suite, tu tokenises, tu dis, voilà, je vais commencer à vendre. Il va forcément y avoir une spéculation autour de ça qui va te bénéficier à toi, hein, parce que les gens vont voir, c'est un actif réel, et ainsi de suite. Le girofle, peut-être que le cacao, par exemple, maintenant, ça s'envole, le cours du cacao. Tu peux jouer sur ça, c'est-à-dire tu tokenises. Donc ça, c'est vraiment tout un voilà. Donc t'as déjà testé toi de tokeniser quelque chose? Oui, j'avais déjà pensé à le faire, je l'ai jamais fait, mais oui, j'ai déjà pensé à tokeniser plein de choses. De ouf. Ah, c'est incroyable. Tu vois, ça, c'est le genre de truc, tu vois, genre, tu vois pas, d'où est-ce que tu vas penser, tu sais, si quelqu'un te raconte pas comme toi, tu nous racontes aujourd'hui, mais jamais tu vas te dire, vas-y, ma maison, je vais la tokeniser, et puis, tu vois. C'est ça. Ah, c'est incroyable, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Et du coup, c'est comme si tu ouvres un peu le capital, un peu à des investisseurs quelque part. Ça, en fait. Et donc, ça te permet de lever des financements, tout ce qui est, ce genre de choses. C'est la tokenisation. Il y a plein de choses à faire, mais c'est la législation aussi, hein, quelque part aussi, parce que après, on peut pas tout de suite faire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une législation qu'il va falloir respecter sur ça, et puis après, bon, voilà. Mais en tout cas, les possibilités sont infinies sur la blockchain. Voilà. Écoute, déjà, franchement, je veux te remercier pour ce partage hyper instructif. Je t'en prie. Je pense qu'il y a tellement de choses encore qui peuvent être couvertes, et ça peut faire l'objet d'autres discussions. Tout à fait. Peut-être est-ce qu'il y a un mot de la fin peut-être que tu veux partager à l'audience? Bon, l'audience, majoritairement, ils ont entre 18 et 35 ans. D'accord. C'est un peu l'audience principale qu'on a. Est-ce que tu as un message peut-être que tu veux leur partager? Le message, je pense, par rapport à mon parcours personnel, c'est d'essayer toujours d'être proactif, je dirais, parce que en fait, toutes ces choses-là, que ce soit la crypto ou l'intelligence artificielle, on parlait tout à l'heure, c'est des domaines nouveaux. Mais le fait d'être proactif, c'est ce qui, en tout cas, moi, qui me caractérise. Moi, j'aime être proactif. Je sais pas si vous connaissez, il y a un livre de Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, les 7 habitudes des gens efficaces. C'est quelque chose qui est un livre qui est très connu dans tout ce qui est un peu développement personnel. La première habitude, c'est ça, c'est être proactif, c'est-à-dire vraiment ne pas être réactif. Ça, c'est un truc que je conseille aux jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde des réseaux sociaux tel que l'on connaît actuellement, malheureusement, on est vraiment dans l'idée d'être réactif, c'est-à-dire qu'on ne réagit qu'à la sortie d'une information. Et surtout, c'est ce que je dis souvent, c'est un peu le nihilisme. Moi, j'adore Nietzsche. Le nihilisme, c'est le fait que une info chasse l'autre. On n'a plus de sens. Aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que on a des buzz, un buzz chasse un autre buzz. Où est la quête de sens dans tout ça? C'est-à-dire que, alors que si vous êtes quelqu'un de proactif, finalement, vous pouvez penser les choses à l'avance. Et une fois que vous pensez les choses à l'avance, vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'opportunités qui se dégagent à partir de ça. C'est pour ça que, par exemple, pour la crypto, j'ai commencé à me baigner dedans vraiment très sérieusement depuis 2019-2020. Mais aujourd'hui, c'est une chose, je vis de ça, entre autres, la crypto, et ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous permettent de vivre de la crypto. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la finance décentralisée, par exemple, c'est un domaine de la crypto qui est très développé. La DeFi, ce qu'ils disent, la finance décentralisée, c'est-à-dire la possibilité pour une personne d'avoir des prêts ou d'emprunter de l'argent en dehors du système bancaire, mais dans le monde de la crypto. Ce genre de choses. Ça s'appelle la DeFi. La finance décentralisée. Oui, tu mets quoi en garantie, du coup? Il y a de la garantie, c'est-à-dire que tu as ton propre argent déjà dedans. Tu vois. C'est ton propre argent qui sert de collatéral et que tu peux emprunter, par exemple, et tu vas avoir des intérêts là-dessus.
tu vois. Mais par exemple, imaginons, j'ai l'équivalent, par exemple, de, c'est pas, $1000 en crypto. Voilà. Je peux emprunter plus que $1000 avec cette... Tu pourrais. Wow. C'est possible. Ah ouais, Ça s'appelle ça la DeFi, en fait, en crypto. Il y a tout un tas de choses en crypto que vous pouvez faire aujourd'hui. Ah. Tous les services bancaires que vous voyez sont présents aussi dans la crypto. Voilà, c'est ça, en fait. C'est le côté un peu, il faut être proactif, il faut éviter d'être réactif et ne faire que réagir. Et il y a des personnes qui, finalement, qui vont profiter de vous. Bah, ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, il faut vraiment être des proactifs. Ça, c'est ce que je conseille vraiment. Surtout dans un contexte où les jeunes, très souvent, ont cette facilité à prendre en main la technologie. C'est ça aussi. C'est ce que j'aime chez les jeunes, c'est que les jeunes ont une facilité de prise en main de la technologie. Mais par contre, et ça, il faut l'apprendre de nos aînés, de nos parents, de nos grands-parents. Ça, par contre, on peut pas les dépasser là-dessus. Ils ont cette faculté, finalement, à toujours se mettre en retrait aussi par rapport à une info. Nous, les jeunes, on a la facilité de prendre en main une technologie. En 2 temps 3 mouvements, on la maîtrise. Mais après, qu'est-ce que ça nous apporte? Nos parents, nos grands-parents, eux, ils sont face d'une information. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un peu sceptiques dans un premier temps. Ils essayent. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça? Nous, on s'abreuve de tout et c'est pas une bonne chose. Ouais. Donc les jeunes, je pense, voilà, c'est essayer un peu d'être toujours en retrait sur soi-même, d'être proactif et d'anticiper. Ça, c'est l'esprit en fait que je souhaiterais faire passer aux jeunes aujourd'hui. S'il y a une seule chose, ce serait ça, c'est d'être proactif. Super. Ouais. Écoute, Quercy, franchement, encore une fois, merci. Moi, je te souhaite vraiment dans tout ce que tu entreprends et que tu vas entreprendre, de connaître succès et puis la santé, bien sûr. Et encore une fois, merci. Hyper intéressant. Je te remercie. Merci à tout le monde et à la prochaine. Merci.